sur d'autres pages si tu veux. Ça, en même temps ou après? Là, Ça peut se faire en même temps? oui, Ah oui, OK. Euh, dans sais-tu le comment je fais fond, ça? oui, ça sera pas bien long. Là. Je suis en train de essayer de comprendre. OK, à propos. OK, la page Facebook a bugué un peu. Là. On est en live. Envoyer en Messenger. Et voilà. Je t'ai envoyé le lien directement en privé. OK. Puis là, avec ce lien-là, Partage, c'est comme si tu repartageais la publication. ah, OK, OK. C'est en live. Donc, je copie le lien que tu m'as envoyé, c'est ça? Oui. OK. Et voilà. Je t'ai envoyé le lien directement en privé. OK. Puis là, avec ce lien-là, Partage, c'est comme si tu repartageais la publication. ah, OK, OK. C'est en live. Donc, je copie le lien que tu m'as envoyé, c'est ça? Oui. OK. Et voilà. Je t'ai envoyé le lien directement en privé. OK. Puis là, avec ce lien-là, Allô Sandra, dis allô tout le monde. ah, OK, OK. Je vais pouvoir mettre la vidéo sur Facebook à mute. Tu m'as envoyé, c'est ça? Oui. OK. Et voilà. Je t'ai envoyé le lien directement en privé. OK. Fait que là, on se trouve à parler comme en décalé, hein, c'est ça? Ouais, mais tu fermes le son sur Facebook. Ah, sur Facebook, OK. OK, là, est-ce que tu m'entends? Parce que Ah, sinon, OK, on cool. s'est tout le temps entendu en Ouais, décalé. hein? OK, cool. Donc, pour l'instant, il y a Sandra qui est avec nous, Manon est avec nous aussi, Karine aussi. En fait, on est 12. Dites-nous bonjour les gens, qu'on puisse savoir à qui qu'on parle ce soir. On n'aille pas juste des inconnus. Ouch. On va laisser les gens. Fait que pour là, on va commencer. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir à ceux qui vont nous regarder plus tard. Ce soir, j'ai la chance de parler avec l'auteur Steve Laplante. Donc, bonsoir Steve, ça va bien? Salut Marie-Michel, ça va bien toi aussi? Oui. Donc, Pascal qui est avec nous aussi. Bonsoir Pascal. Je ne peux pas rester longtemps, mais salut, c'est pas grave. Allô Samuel. Bon. Les gens nous disent bonjour. Donc, présentez-vous, dites allô tout le monde. Donc, comme d'habitude, on va commencer ça très simple. La première question que je pose à tout le monde, c'est est-ce que tu peux nous parler de tes livres? Je vais les présenter un petit peu. Si je ne me trompe pas, je suis tout le temps mêlée dans tes dates de parution, mais si je ne me trompe pas, c'est celui-là ton premier. Hein? Non, c'est l'autre, c'est le C'est là, chercheur d'âme. toi, c'est ça. Ouais, Donc, ton premier qui est le chercheur d'âme. Donc, ouais, ici, donc, ton suivant qui est sous un ciel d'abîme. ouais. Et bien entendu, celui-là que tout le monde connaît, ça c'est sûr, Peau d'âne de la collection Les Contes interdits. Ouais. Excusez, Siri a décidé qu'elle partait toute seule et qu'elle ne trouvait pas la musique, mais j'en parlais pas. Donc, voilà. Donc, est-ce que tu peux nous parler plus en profondeur de tes livres, parler un petit peu de quoi ça parle, de l'univers et des personnages? Donc, on va commencer avec ton premier, évidemment. Donc, je vais le placer comme il faut. Donc, le chercheur d'âme. En fait, non, parce que je ne les ai pas lus. Non? Non, c'est pas vrai. Non, non. Écoute, le chercheur d'âme, c'est mon premier roman. C'est un roman que j'ai mis 4 ans à écrire, qui est mon premier. En fait, techniquement, c'est pas le premier roman que j'ai écrit. Le premier roman que j'ai écrit, c'était un roman fantastique qui n'a pas été publié pour toutes sortes de raisons tout à fait compréhensibles et valables. Et donc, le chercheur d'âme, c'est une histoire de tueur en série, une traque aux tueurs en série dans le monde
la Sûreté du Québec, en fait, mon personnage principal. C'est le roman qui a donné naissance à mon personnage principal, Xavier Martel. Faut pas que je me trompe et que je l'appelle Xavier Laflamme parce que ça, c'est le nom de mon fils. J'ai déjà fait l'erreur. Ouais, petite anecdote pour ceux qui, pour ceux que ça peut intéresser, j'ai déjà fait l'erreur d'inscrire, au lieu d'inscrire mon fils Xavier Laflamme à une fête d'enfants, j'ai inscrit Xavier Martel, mon personnage, qui est un enquêteur bourru de 45-46 ans. Donc, techniquement, Xavier Martel a failli être invité à une fête d'enfants. Mais non, plus sérieusement, c'est ça, c'est le roman qui a donné naissance à Martel, qui est un personnage assez, à la fois, qui correspond aux flics torturé, mais qui en même temps est unique en son genre parce qu'il y a une particularité, ce personnage-là, Xavier Martel, à cause d'un traumatisme qui lui est arrivé quand il avait 11 ans, il a développé une espèce de condition qui s'appelle la synesthésie gustative, c'est-à-dire que ses émotions goûtent quelque chose. Et donc, il y a certains goûts qui sont associés à des émotions pour lui. Par exemple, la cannelle, c'est la haine. Okay. Et donc, ça peut jouer dans différents sens. C'est-à-dire que si il goûte un aliment qui est connoté pour lui, il va être envahi par l'émotion qui correspond à cet aliment-là. Et inversement, quand il est touché par une émotion particulière, ben, il va sentir dans sa bouche le goût d'un aliment qu'il n'a même pas mangé. Donc, je trouvais ça intéressant de donner cette particularité-là au personnage. Ça permettait un petit quelque chose de poétique dans la description de ce qu'il ressent, en description de ce qu'il est. En même temps, ça lui donnait un background, des antécédents qui nous aident à savoir qui il est, ce personnage-là. C'est-à-dire que Xavier Martel, il n'arrive pas de n'importe où. Oui, il arrive dans cet univers-là dans le premier roman, mais ça me permet de parler de son passé. Et ça, c'est quelque chose qui est super important. Moi, je trouve ça important d'ancrer des personnages dans un monde particulier, de leur donner des particularités qui font en sorte qu'ils ne sont pas interchangeables. C'est-à-dire que Xavier Martel influence par ce qu'il est l'histoire du chercheur d'armes, puis l'histoire de Sous un ciel d'abîme aussi, le deuxième roman. Et si c'était un autre enquêteur que lui, ces enquêtes-là se dérouleraient pas de la même façon. Parce qu'il va teinter beaucoup les enquêtes à l'aide de ce qu'il est. Entre autres, c'est quelqu'un qui contient une grande colère à cause de ce traumatisme-là qui est arrivé dans son enfance. J'allais en révéler peut-être un peu trop, là. Je vais laisser le monde le découvrir, mais à cause de ce traumatisme-là, il y a une colère en lui. Il est obligé de faire des ateliers, des séances de gestion de la colère quand il était jeune, quand il était adolescent. Puis, éventuellement, ça a développé cette particularité-là chez lui, cette condition-là de la synesthésie gustative. Donc, ça donne une petite twist particulière au roman qui implique Xavier Martel. Puis ça, ces antécédents-là qu'il a, ben, ça permet de développer deux histoires en parallèle dans le chercheur d'armes et dans Sous un ciel d'abîme, et dans le troisième aussi, que je nommerai pas pour l'instant, mais dont j'ai terminé le manuscrit la semaine passée. Je suis en train de relire et réécrire, là. Et il y a toujours dans chacun des romans deux trames parallèles, c'est-à-dire qu'il y a l'enquête. Faut que je pense à regarder en haut, ma caméra est là. Il y a l'enquête. Moi, dans toutes mes lives, je regarde pas, fait que c'est correct qu'on te pardonne d'avance. Il y a l'enquête policière, tu sais, des enquêtes policières qui sont indépendantes d'un roman à un autre. Dans Le chercheur d'armes, c'est une histoire de tueur en série. Dans Sous un ciel d'abîme, c'est une autre histoire. C'est une mort étrange qui est survenue au centre-ville de Québec et on découvre que le personnage, oui, dans Sous un ciel d'abîme, merci de le montrer, le personnage qui est mort et qui est découvert au début, ben, c'est une jeune femme qui est associée à une organisation underground plutôt dangereuse. Okay. Et donc, ces intrigues-là sont indépendantes l'une de l'autre. C'est une intrigue policière. Puis dans chaque roman, l'intrigue policière est bouclée à la fin, sauf qu'en parallèle, il y a l'histoire de Xavier Martel qui est développée parce qu'il lui arrive un certain nombre de choses en rapport avec son caractère, en rapport avec sa condition, en rapport avec sa vie privée aussi. C'est quelqu'un qui a personne au monde, Xavier Martel, sauf sa mère. Sa mère qui a à peu près 80 ans. Et ça lui donne un petit côté un peu touchant, c'est-à-dire que
C'est une espèce de bourru, tu sais, ancien joueur de football qui est allé à l'université en Floride parce qu'il voulait faire partie de l'FBI, puis ça n'a pas fonctionné. Il est revenu au Québec. C'est quelqu'un qui contient une grande colère, comme je le disais, qui est assez misanthrope, Martel, c'est qu'il s'entend pas avec grand monde, particulièrement les hommes, parce que la plupart des hommes lui rappellent, surtout les hommes qui sont en position d'autorité, lui rappellent beaucoup son père. Puis son traumatisme vient de son père. OK. Donc, tu sais, ça donne une profondeur au personnage que je trouvais intéressante, puis ça permet de développer en parallèle justement une trame qui le concerne lui, qui traverse du premier roman dans le deuxième jusque dans le troisième, puis éventuellement dans le quatrième, il va y en avoir 4 là, dans la série. Ouais. C'est bien. Je vais te poser la question à Sandra après, parce que Sandra avait quand même une très bonne question. Ouais. France qui dit bonsoir, désolé du retard. Il n'y a pas de problème, France. Je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs que souvent, publient les tomes 1, 2, 3 et après, et qu'il n'y a pas nécessairement une suite. Toi, les tiens, est-ce que c'est vraiment mieux de les lire en ordre ou il n'y a pas d'importance? Ben, je pense que c'est préférable. Techniquement, il y en a qui les ont lus dans le désordre sans le savoir. C'est pas dramatique, c'est juste que si tu lis le deuxième, pour la raison que j'ai mentionnée, chaque intrigue policière est indépendante l'une de l'autre. Donc, si tu lis l'histoire de Corinne Quintal, qui est la jeune femme qui est trouvée morte dans le deuxième au début, puis toute l'enquête qui la concerne elle, ça n'a rien à voir avec l'enquête sur le tueur en série dans le premier roman. Sauf que l'histoire qui concerne la vie privée de Xavier Martel, ben, elle commence dans le premier, puis si tu commences par le deuxième, tu vas avoir des punchs qui sont dévoilés dans le premier. Donc, c'est pour ça que c'est préférable de lire Le Chercheur d'âme en premier. C'est bon. Fait que tout le monde qui ne le savent pas, suivez l'ordre. Donc, la question de Sandra, c'était, c'est quoi le milieu dans lequel tu nous embarques dans le 3? Ce que je peux dire à propos du 3, ben merci de poser la question. Merci Sandra. Salut en passant. Dans le 3, l'arrière-plan, c'est la mafia russe montréalaise. Ouh. Donc, c'est un milieu qui a demandé quand même pas mal de recherche. Parce que si tu parles de la mafia, ben il faut que tu sois documenté. On connaît tous et toutes sommairement un certain nombre de clichés à propos de la mafia, mais encore faut-il les développer correctement, ces éléments-là. Il faut vérifier ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Est-ce que la mafia russe, c'est différent de la mafia italienne? Oui, à certains égards. Donc, il y a un peu de ça le roman sert un petit peu de prétexte à parler de ça, parce que c'est pas un sujet qui est quand même très commun, là, particulièrement dans la littérature policière au Québec. Là. Donc, je trouvais ça intéressant de parler de la mafia russe. Et voilà, ça c'est l'arrière-plan. Puis c'est un arrière-plan qui est arrivé un petit peu par hasard, parce que mon idée au départ, dans le troisième roman, c'était d'abord et avant tout de parler de la crocodile. Je sais pas si tu connais ça, la drogue qu'on appelle la crocodile, qui fait des ravages épouvantables. Et puis, ben, si tu veux parler de la crocodile, ben, ça vient de la Russie, donc t'as pas vraiment le choix de parler de ça un peu. Puis éventuellement, cette histoire-là s'est transformée un petit peu. La crocodile, elle est là, mais elle prend moins de place un peu. Puis en même temps, ben, on se rend compte que si on veut écrire un roman policier qui se déroule au Québec avec de la crocodile, c'est plus ou moins plausible, parce que c'est pas une drogue qui est entrée chez nous, heureusement. Et je pense que c'est plus ou moins susceptible de se produire, mais avec la magie de la fiction, il y a peut-être quelque chose qui peut se produire qui a un rapport avec ça. Mais bref, c'était ça le point de départ. Puis ça m'a amené éventuellement vers la mafia russe. Puis je trouvais que c'était un sujet qui était très fertile. Effectivement, aussi. Je vais lire quelques commentaires qu'on a eus. Bon, Riley qui a mis le chercheur d'âme dans sa prochaine lecture. France qui demande si tu as à peu près une idée pour la date de sortie pour le tome 3. La date de sortie? Oui, pour le 3. Une date précise, il est encore trop tôt pour le dire, parce que je pense que tout le monde le sait, il y a certains événements qui sont arrivés ce printemps qui ont un peu bouleversé l'ordre mondial. Et entre autres, ça a touché le monde de l'édition, ça a touché la chaîne du livre. Donc, il y a plein de publications qui étaient prévues pour ce printemps qui ont été déportées à l'automne. Moi, heureusement, ça ne devrait pas me toucher comme tel, parce que de toute manière, la publication n'était pas prévue avant 2021.
OK. Mais là, je sais qu'il y en a qui me font des petites faces qui pleurent là, parce que c'est long, on attend jusqu'en 2021. Je le prends comme un compliment. Je trouve ça super fin. Des lecteurs et lectrices vraiment adorables. Mais en même temps, dites-vous que j'aurais pris probablement moins de temps à écrire ce roman-là que pour mes premiers. Parce que Le Chercheur d'âme, ça a été 4 ans. Puis Sous un ciel d'abîme, ça a été 3 ans et demi. Donc, quand Le Chercheur d'âme est sorti, ça faisait déjà 1 an que je travaillais sur le deuxième. Puis là, ensuite, après Sous un ciel d'abîme, il y a eu Peau d'âne. Et Peau d'âne est sorti fin août, début septembre l'année passée. Puis dans les mêmes jours, je commençais l'écriture du troisième Martel que je viens terminer la semaine passée. Là. Le premier jet est fini la semaine passée. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de premier jet, là, c'est de la première à la dernière page, du premier au dernier mot, il y a une première version de l'histoire, mais souvent, il y a bien des affaires qui sont pourries là-dedans. Il faut modifier ça, il faut réécrire, il faut faire du grand ménage un peu. Des fois, on va couper un chapitre, on va en ajouter un autre, on va modifier. Moi, je travaille avec un plan, mais je me donne le droit de pas trop respecter mon plan quand j'ai une meilleure idée en cours de route. C'est arrivé souvent avec ce roman-là. Et c'est bizarre parce que c'est un roman que j'ai mis un certain temps avant de... Comment dire? Le troisième Martel, ça m'a pris à peu près la moitié du roman avant de trouver mon souffle, avant de trouver mon rythme. Puis dans ce temps-là, ce que ça donne, c'est de mon strict point de vue, puis là, je vous parle juste du manuscrit. Là. Je vais m'arranger pour pas que ce soit comme ça quand il va être publié, là. Inquiétez-vous pas. Mais dans le manuscrit, la deuxième partie est plus rythmée et meilleure que la première. Donc, moi, c'est ma job maintenant de repartir du début, puis d'essayer de rafistoler un peu ce qui est au début, de polir, de modifier, d'enlever des affaires, de modifier aussi certaines choses pour que ce soit équilibré tout le long, puis pour que ce soit plausible. Mais j'ai la maudite vilaine habitude d'écrire des romans qui portent sur des sujets un peu compliqués. Et donc, il faut que je les raccourcisse, il faut que je modifie, il faut que j'établisse, il faut que je raccorde les fils comme il faut parce que c'est ça, j'aime bien les histoires qui sont pas linéaires, qui prennent toutes sortes de chemins. Puis si je veux que ce soit lisible pour les lecteurs et lectrices, il faut que je retravaille là-dessus après. Donc, bref, là, c'est un très, 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 très grand détour pour répondre à la question de Riley. La publication est prévue pour 2021. En principe, on avait commencé par évoquer la rentrée littéraire d'automne 2021. Okay. Puis là, la dernière fois que j'ai parlé à mon éditrice, à moins qu'il y ait un gros imprévu puis qu'elle me dise que c'est pourri raide, on s'aligne probablement pour faire en sorte qu'il soit prêt pour le Salon du Livre de Québec 2021. Donc, probablement début avril prochain. Je pourrais peut-être... Sous toute réserve. Sous toute réserve. Je passe sur tous les doigts parce que j'aimerais bien ne pas le rater, celui-là, parce que cette année, il est annulé, fait que j'ai pas pu y aller. Ouais. Évidemment, comme tout le monde. Ouais. Il y a une certaine Cathy qui demandait, je crois que c'était Cathy qui demandait, est-ce que tu as prévu d'ajouter quelques éléments féminins dans ce troisième opus? C'est l'écran de parenthèse, de préférence vivant. C'est une super question. C'est une super question. Des éléments féminins, il y en a toujours. C'est vrai qu'ils ne sont pas toujours prépondérants. Peut-être parce que le premier personnage qui m'est venu en tête, c'était Xavier Martel. Ceux qui me connaissent bien savent qu'il y a beaucoup de moi dans le personnage de Xavier, là, que volontairement ou involontairement. Là, l'espèce d'humour noir, humour caustique, là, ça, c'est pas mal moi. Les répliques assassines, c'est pas mal moi aussi. Donc, puis les personnages féminins, il y a, sans trop en dire, il y a quand même, dans le premier, il y a Zoé qui est là. C'est vrai qu'elle est un peu plus effacée. Mais elle, parmi les personnages de policiers du premier, en fait, il y a juste elle puis Martel qui reviennent dans le deuxième. Okay. Donc, dans le deuxième, Martel puis Zoé sont presque à égalité. C'est sûr que c'est toujours un roman qui présente d'abord et avant tout le point de vue de Xavier Martel, les événements tels qu'il les découvre lui, mais il y a Zoé qui est pas trop loin derrière. Dans le troisième, est-ce qu'il y a plus d'éléments féminins? Je pense pas. Par contre, je suis très sensible à cette réalité-là, et c'est la raison pour laquelle j'en avais parlé sur ma page d'auteur il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois. Quand la série sur Xavier Martel va être terminée, j'ai une autre série en tête qui va mettre en évidence comme personnage principal une femme
qui va porter, comme Xavier Martel porte le prénom de mon fils, ben elle va porter le prénom de ma fille. Et donc, j'en dis pas plus pour l'instant parce que c'est encore un peu flou dans mon esprit, mais petit scoop qui en est plus ou moins un parce que je l'avais dit sur ma page, ce personnage-là fait une apparition déjà dans le 3e Martel sur lequel je suis en train de travailler. Donc, elle sera pas totalement inconnue par ceux et celles qui me lisent. Donc, on va rester à l'affût. Et en passant, salut à Annie Oui. Filiatro, qui m'a dit que je lui devais des salutations. Donc, Annie Filiatro Paquette, salut. Bien content que tu sois là. J'espère que tout va bien. Seras-tu Annie qui demande si tu vas faire partie du Salon du Livre de Montréal, même s'il va être un peu différent de ce qu'on connaît de base? J'en ai aucune idée. J'aimerais beaucoup ça. C'est pas vraiment moi qui décide ça. L'année passée, j'y étais parce que j'avais non pas un, mais 2 nouveaux romans. Il y avait Sous un ciel d'abîme qui était sorti en avril, puis il y avait Peau d'âne qui était encore tout chaud, là, qui était sorti fin août, début septembre. Là, cette année, j'ai pas de nouveau matériel. Donc, étant donné qu'il y a quand même pas mal d'auteurs, je serais surpris qu'ils m'invitent, mais c'est sûr que s'il y a une invitation, c'est sûr que je vais l'accepter. Mais j'en ai aucune idée. On est beaucoup dans l'expectative avec les salons. On ne sait pas exactement quelle forme ça va prendre. Il y a peut-être même des organisateurs et organisatrices de salons qui ne savent pas trop eux-mêmes encore à quoi ça va ressembler, puis on les comprend parfaitement. Je ne veux pas être pessimiste, mais ben, c'est ça. Je ne veux pas être pessimiste, mais on ne sait jamais. Peut-être que s'il y a une deuxième vague, puis qu'on redevient confiné en novembre. Ouais. Mettez-vous des masques. Mettez-vous des masques. Juste pour avoir les salons du livre, là, ça vaut la peine de vous mettre des masques. Oui. Ça devient obligatoire pas mal partout, là. Je crois que c'est Cathy encore qui disait il y a beaucoup de personnages dans tes romans. Avez-vous un genre d'index avec chaque personnage, exemple physique, les goûts, etc.? Ça, j'y ai pensé. Le physique, pas nécessairement. Je sais que ça se fait, je l'ai vu dans la littérature policière, des index avec index des principaux personnages. J'y ai pensé pour le 3e sur lequel je suis en train de travailler. Puis je pense pas qu'on va aller là, à moins vraiment que mon éditrice me dise qu'elle trouve que c'est vraiment nécessaire. On ne l'a jamais fait parce que j'essaie de m'organiser pour que les personnages principaux soient reconnaissables. C'est sûr que dans le 3e, il y a des personnages qui sont russes. Donc les noms, évidemment, ils s'appellent pas Gaston. Là, donc, mais je m'organise pour pas qu'il y en ait trop non plus. Ma fille me disait tout à l'heure, justement, qu'elle est en train de lire un roman qui s'appelle Les Gardiens des Cités Perdues. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, de Shannon Messenger. Puis, je pense qu'elle est en train de passer à travers une brique de 700 pages. Elle a 11 ans. Puis, elle me disait qu'il y a peut-être 40-50 personnages dans ce roman-là. Donc, je me dis que j'en ai peut-être pas tant que ça quand même. Puis, les personnages qui sont secondaires, ils disparaissent à un moment donné. Des personnages qui apparaissent une page à peine. Ceux qui sont vraiment importants, on les retient. Puis des fois, j'essaie de m'organiser quand les personnages sont pas importants. J'essaie de m'organiser pour pas leur donner de nom. Ou encore... mais bref, pour répondre à la question, ça me surprendrait qu'on aille vers ça. Je pense pas que mon éditrice trouverait ça très naturel qu'il y ait un index des personnages. Mais je sais que ça se fait. Je vais lui poser la question, mais je sais que ça se fait. Il y a un auteur... français, je pense, qui écrit sous des romans policiers sous le pseudonyme de DOA, pour Dead or Alive, là. Très français d'ailleurs. Et puis il a écrit des romans qui s'appellent Pouctou. Je ne sais pas s'il y en a qui ont lu ça. J'ai commencé à lire ça, puis c'est vraiment costaud. Puis à la fin du roman, c'est écrit Index des 50 principaux personnages. 50 principaux. Puis il y a un index de toutes les abréviations d'organismes militaires, paramilitaires, etc. Ça se déroule en Afghanistan en plus. Donc encore là, c'est pas des personnages qui s'appellent Gaston puis Martin. Là. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Moi, à côté de ça, j'en ai pas tant que ça. À partir du moment où tu connais Martel, tu connais Zoé, qui est comme sa partenaire féminine. Il y a Malone qui gravite un peu autour d'eux autres. Puis le nom peut-être d'un méchant, là, si on veut être vraiment cliché. C'est pas mal ça l'essentiel. Les autres, c'est souvent des personnages qui sont très, très, très périphériques. OK.
Tu nous as parlé un petit peu que tu disais que ton tome 3 avait un petit peu dévié de ton idée de base. Tu nous as juste dit qu'à force d'écrire, t'en étais venu là, mais Shanna a soulevé le point de où t'es venu exactement le moment, l'idée de où t'es venu l'inspiration de faire comme, OK, finalement, je m'en vais là, mais j'embarque la mafia russe dans mon tome 3. Il y a des drôles d'affaires qui se passent des fois quand on prévoit des romans, surtout quand c'est des romans qui sont écrits à long terme. Tu sais, si, par exemple, Peau d'âne, c'est un roman qui a été écrit en 4 mois. OK. Donc, il n'y a pas eu le temps de, de, d'avoir grand-chose qui change dans ce roman-là. Puis malgré tout, il y a des aspects qui sont apparus en cours de route que je n'avais pas prévus. Sauf que je vais vous montrer mon t-shirt. Regardez, les fans de Stephen King. Les fans de Stephen King parmi vous, là, à l'ombre de Shawshank. Bon, c'est très content. Bref, qu'est-ce qu'on disait donc? Est-ce que, ouais, c'est ça, c'est quand les romans sont écrits sur une longue période, il y a des choses qui peuvent changer en cours de route. Puis souvent, j'ai mon point de départ, mais je trouve ça bien drôle. C'est la chose qui me fascine le plus quand j'écris, c'est que entre ce que j'ai prévu au début et ce qui sort à la fin, il y a vraiment beaucoup de différences. Dans Le Chercheur d'âme, il n'y a pas tant de choses que ça qui ont changé. Peut-être parce que ce roman-là, avant de commencer à l'écrire, je l'ai porté dans ma tête pendant 10 ans. Donc, il y a plusieurs choses qui se sont mises en place. Sous un ciel d'abîme, la première version puis la version finale, c'est très différent. Puis celui-là, d'où est venue l'idée d'impliquer la mafia russe là-dedans? Comme je disais tout à l'heure, mon point de départ, c'était la crocodile. Je me suis rendu compte que la crocodile au Québec, ben, c'est pas très susceptible de se produire. Par contre, je voulais trouver le moyen d'inclure ça dans l'histoire. Il y en a, ça intervient à un moment donné. Puis bon, tu dis, bon, si j'ai de la crocodile, ça me prend un personnage de russe. Si c'est un personnage de russe, ben, il vient de Russie, il n'est pas né à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Donc, s'il vient de la Russie, ben, il faut que je lui donne un petit background. Ça m'amène à Moscou. Oups, ben, pourquoi pas impliquer la mafia là-dedans? Parce que si c'est quelqu'un qui a rapport avec la crocodile, il y a des fortes chances qu'il ait qu'il ait gravité dans un milieu criminel auparavant, pas nécessairement la mafia. Mais moi, dans le cas qui m'intéresse, c'est un domaine qui m'attirait, comme je le disais tout à l'heure, parce que c'est pas une organisation qu'on voit souvent dans la littérature. Puis, euh, ah oui, il y a une chose que j'oublie. Une chose que j'oublie parce qu'on parle de point de départ, puis là, ça me revient. Je suis désolé, je saute du coq à l'âne, mais Perfect. euh, je disais que il y avait 2 points de départ. Il y avait la crocodile, mais il y avait autre chose aussi. Le point de départ du 3e roman, c'est un fait divers qui est apparu dans la presse il y a 6 ans, je pense. C'est qu'à un moment donné, euh, il y a quatre Russes qui venaient de la Géorgie, une région de la Russie, qui ont été trouvés dans un conteneur au port de Montréal. Oh. Puis il n'y en a aucun qui parlait français, ne parlait pas anglais. Puis pendant plusieurs jours, les autorités se sont demandé ce qu'ils faisaient là. Puis ils étaient incapables de s'expliquer, ça ne parlait pas anglais, ne parlait pas français. Puis je trouvais que c'était super comme point de départ. Puis quand j'ai vu ça c'était en 2014, je me suis dit, il faut que j'ai un roman qui commence avec ça. Donc, vous avez un petit punch, là. Le début du prochain Martel. Ben, au début du prochain Martel, ben, il y a un Russe qui est trouvé dans un conteneur. Puis donc, après ça, ben, en faisant des recherches un petit peu, des fois, ça arrive sans trop qu'on le demande. En faisant quelques recherches, ben, je me suis rendu compte que il y avait une mafia russe à Montréal. Naïvement, on pense que c'est pas chez nous, mais c'est là. Ben, Plus qu'on pense. oui, mais c'est ça, c'est qu'on pense beaucoup à la mafia italienne qui est établie depuis longtemps, puis ceux qu'on voit dans les médias, c'est souvent c'est Rizzuto, puis c'est la famille, c'est les Italiens, mais les Russes, ils sont là aussi, ils sont à Montréal, ils sont à Toronto, ils sont à New York, puis à Vancouver, puis ils sont plus nombreux qu'on pense. Donc, ce genre d'informations-là, ça prend un peu plus de place. Puis là, il y a des personnages qui t'apparaissent en tête. Puis évidemment, quand tu penses à la mafia, ben, tu penses au monde criminel, à la drogue, à la violence. Puis là, ben, ça fait un beau cocktail quand même pour un roman policier. Donc, c'est pas mal de là que c'est parti. Bon, je trouve ça super intéressant de le savoir. En tout cas, j'ai hâte qu'il soit disponible, honnêtement. Là. Bon, j'ai Tu sais, jamais écrit c'est un mais roman, j'écris des thrillers, des romans suspense.
euh, dans lesquels il y a une enquête policière, c'est sûr, mais moi, je considère que d'abord et avant tout, ce que j'écris, c'est du roman noir. OK. Du thriller, roman noir. C'est-à-dire que c'est pas, je suis pas l'auteur le plus procédural en matière de romans policiers. Tu sais, tu lis des romans de Jacques Côté, tu lis les romans de Martin Michaud aussi peut-être, tu lis le roman Suture de mon chum François-Bernard Tremblay. Euh, le, le, les procédures policières sont très présentes dans ces romans-là. Moi, dans Le Chercheur d'âmes, c'est là, c'est très présent parce que ça se passe dans la Sûreté du Québec, mais déjà à partir du deuxième, dans Sous un ciel d'abîme, Martel, il fait plus partie de la police, il devient détective privé. Donc, OK. à partir de là, on met plus l'accent sur la... Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus que de parler de procédures policières dans un roman, c'est de parler de la noirceur de l'âme de quelqu'un. Puis quelqu'un qui est du côté des bons, je mets des gros guillemets, j'essaie de centrer, là, des bons, autant que quelqu'un qui est du côté des méchants, euh, parce que tout le monde a sa part d'ombre. Moi, c'est Mhm. ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse quand j'écris. Donc, c'est pour ça que je considère que c'est plus du roman noir, du thriller, que de la littérature policière comme telle. Parce que, bon, oui, il y a des policiers, puis il y a une enquête, mais c'est pas toujours ça qui est à la vente, là. OK. Ben, c'est bien, c'est sûr que, tu sais, quand on le cherche en librairie, cette catégorie-là, elle n'est pas de temps là. Ben, c'est Absolument. bien quand même de le spécifier. C'est pas juste un livre de policier. Fait que, tu sais, pour les gens qui sont comme moins intéressés, justement, par les policiers, ben, tu sais, ils vont pouvoir être plus intéressés. Fait que c'est bien aussi. Avant qu'on continue avec les autres questions, parce que ça porte sur le dernier que c'est écrit pour l'instant, on va en parler, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Donc, C'est pour vrai. ceux qui ne l'auraient pas lu, je On n'a comprends pas pas. parlé, on n'a pas parlé parce que je l'aime pas. Non, c'est pas vrai. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce roman. Donc, Peau d'âne. Donc, ton premier, qui est peut-être, on ne sait pas, une question. Donc, je vais te laisser, On sait pas. c'est ça, je vais te laisser nous parler de Peau d'âne un petit peu pour les gens qui On l'auraient sait pas pas. lu. Ouais, ben Podane, en fait, c'est Simon Rousseau, mon chum Simon Rousseau, qui est directeur de la collection des contes, qui m'a approché il y a un an et demi pour me demander si j'avais envie d'en écrire un. Puis évidemment, je ne peux pas laisser passer cette occasion-là. C'est une série qui marche tellement fort, puis qui donne. C'est un beau terrain de jeu pour un auteur qui veut se mettre les mains dans le sang un peu. Littéralement. Puis, je sais que j'ai pas écrit le plus sanglant de la gang. En même temps, du sang pour du sang, je fais pas partie de ceux, moi, qui croient que plus il y a de sang, meilleur c'est. Là. Il faut que ça signifie quelque chose aussi. Faut pas que ça soit gratuit, il faut que ça apparaisse pour une raison dans l'histoire. Mais cela dit, ceux qui aiment le sang, s'il y a des infirmières ou des donneurs de sang parmi vous dans la salle, ben, peut-être que vous serez servis quand même parce que c'est un roman dans lequel il y en a, mais c'est d'abord avant tout, Peau d'âne, je pense, la différence par rapport aux autres contes interdits, c'est que c'est un thriller. Je suis resté fidèle à moi-même. C'est un thriller, c'est un roman suspense dans lequel, en fait, c'est un thriller en bonne et due forme. C'est-à-dire que là, c'est peut-être le prof un peu qui va parler, puis je vais essayer de faire fermer la gueule le plus vite possible, inquiétez-vous pas. Mais quand on parle de littérature policière, il y a plusieurs catégories dans la littérature policière. Puis, une de ces catégories-là, c'est le roman policier avec enquête, là, un peu comme ceux que j'ai évoqués tout à l'heure. Puis le thriller ou le roman suspense, c'est une autre catégorie de la littérature policière qui fait en sorte que souvent l'histoire est racontée du point de vue de la victime. Puis Peau d'âne, c'est un peu comme ça, puis je trouve ça intéressant de le présenter de cette manière-là parce que est-ce que la victime est vraiment une victime? Dans la mesure où le président, ben, c'est un chien sale qui, de mon point de vue, mérite ce qui lui arrive. Et moi, quand j'ai commencé à écrire ce roman-là, je souhaitais que les lecteurs prennent plaisir à voir cet être abject subir le sort qui lui est réservé et qu'on se dise, là, je ne sais pas si mes enfants sont de l'autre bord de la porte, mais j'avais envie que les lecteurs se disent, tiens, mon tabarnak. J'avais envie que les lecteurs le voient payer pour ce qu'il a fait. Et voilà. Parce que tu as plein de commentaires positifs sur ton livre. Grosso modo, pour ceux qui connaissent pas Peau d'âne, mais c'est l'histoire du président, qui n'a pas d'autre nom que ça. Hein, c'est le président, c'est voulu qu'il n'y ait pas d'autre nom parce que c'est ce qui le définit le plus dans la vie. C'est son rôle de président d'une multinationale qui
fait en sorte que son ego est bien servi et qui pense qu'il a le droit de tout faire, lui, dans la vie, sans jamais être imputable de ses actes. Puis, à un moment donné, ben, assez tôt dans le roman, il arrive quelque chose qui montre que non, tu pourras pas toujours t'en sortir. Il y a comme un bras droit qui passe derrière lui, tu sais, comme pour effacer ses traces, mais à un moment donné, ben, ça tourne pas comme prévu. Et c'est là que la spirale se met en marche et qu'on le voit disparaître dans le grand flush de la toilette. Je suis contente, tu vois, ça vaut la peine d'expliquer les livres, parce que tu vois, Céline qui écrit « Ah, mais je sais que je pensais naïvement que c'était un conte gore de plus. » Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que la série des contes interdits, c'est vraiment gore, mais ils sont pas Ouais. tous. Non, c'est ça. C'est que moi, je trouve que c'est peut-être une chose que je trouve intéressante dans cette série-là, c'est qu'il y a quoi, 16 titres maintenant, bientôt 18 là, avec les Ouais. deux prochains. Euh, c'est vrai qu'il y a une connotation très gore à cette collection-là, avec les avantages et les inconvénients que ça entraîne. C'est-à-dire que parmi les inconvénients, ben si, comme moi, plusieurs lecteurs m'ont dit que Peau d'âne, c'était pas assez sanglant à leur goût. En même temps, bon, tu sais, est-ce qu'on aurait dû écrire sur la page de couverture que c'est un thriller plutôt qu'un roman d'horreur ou un roman fantastique? Je pense pas, tu sais, je pense qu'il faut aussi de la diversité. Ça peut pas toujours être juste massacre à la tronçonneuse, tu sais, avec des têtes coupées, puis, des êtres, des gens qui sont éventrés. Donc, il reste quand même que c'est un roman violent. Je l'ai lu encore de la part de quelqu'un, d'une lectrice la semaine dernière qui disait avoir été rebuté un peu par comment dire les scènes à caractère sexuel parce que le crime principal dans ce roman-là, c'est que le président est un être qui, parce qu'il se croit tout permis, comme je le disais tout à l'heure, ben se donne le droit de donner libre cours à ses déviances sexuelles particulières. Puis ça, vous le voyez très tôt. Là, dès la première phrase du roman, il n'y a aucun doute. C'est même pas subtil. Et donc, ça, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Mais en même temps, j'ai essayé de... Comment dire? C'est sûr que mes romans sont violents. Ça, on ne se racontera pas d'histoire, là. Mais j'essaie de m'organiser pour qu'il n'y ait rien qui soit gratuit. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, couper une tête pour couper une tête, si c'est pas pertinent, si ça sert pas l'histoire, ça n'a peut-être pas sa place dans le roman. Et dans Peau d'âne, ben, il y en a quand même. Il y a de la violence. Ça me fait rire des fois quand je vois des lecteurs ou des lectrices qui me disent ouais, Peau d'âne, c'est pas si violent que ça finalement. Ben, c'est peut-être que la violence, elle est psychologique plutôt que physique. Parce que le traitement que le président réserve à sa femme, en la rabaissant ou en l'ignorant ou en lui donnant pas tant de place que ça dans sa vie, le traitement qu'il réserve aux gens qui sont autour de lui, le traitement qu'il réserve aux femmes qui se permettent d'agresser pour donner libre cours à ses déviances en sachant qu'il y a quelqu'un derrière lui qui est là pour effacer ses traces, ben c'est une forme de violence, ça. Tu sais, c'est comme dans le chercheur d'âme. Moi, une scène dans le chercheur d'âme que je trouvais violente, mais dont personne ne parle jamais, c'est quand la mère du tueur en série, qui est responsable de sa psychologie très fuckée, là, la mère du tueur en série est morte. Il y a comme un flashback qui me permet de revenir là-dessus. Et sa mère voulait, j'ai mentionné quelque part dans le roman que sa mère voulait être exposée dans un salon funéraire avec plein de gens autour d'elle, avec le cercueil ouvert pour qu'on puisse voir, qu'on puisse la voir et une dernière fois. Puis j'ai écrit que le tueur en série, lui, en veut tellement à sa mère qu'il n'a pas eu d'exposition, puis il l'a incinéré. Il l'a fait incinérer. Puis moi, je trouvais que c'était une violence particulière dont on ne parle jamais, le fait d'obtenir une vengeance posthume en ne respectant pas les dernières volontés de quelqu'un. Je me disais c'est une super façon d'avoir le dernier mot. Mais personne ne parle de cette scène-là. Puis je peux comprendre, j'ai beaucoup plus entendu parler de la scène d'ouverture du roman, là, avec la femme qui a un visage, qui se fait ouvrir le visage. Là, bon.
je peux comprendre pourquoi on parle un peu plus de cette scène-là. Mais Puis tu sais, aussi quel moment ils sont lus. Parce que il y a des livres que j'ai lus il y a des années que je relis maintenant, puis je les comprends pas de la même façon. Tu vois, Shanna qui écrit, ce qui m'a plus marqué dans Peau d'âne, c'est le feu. France qui dit pourtant la fin de Peau d'âne, je la trouve violente. Fait que tu sais, ça dépend vraiment de tout le monde. Puis tu sais, il y en a là, on parlait des contes interdits, mais il y en a là qu'ils vont commencer tranquillement là, puis ils sont bien corrects, puis un coup qui arrive à des livres comme Pinocchio, Peter Pan, ils sont pas capables. Puis j'ai écouté le live de là, 2 semaines des gars chez ADA, puis Simon il disait, tu sais, c'est lui qui a écrit Peter Pan, puis tu sais même lui il disait que c'était tout le monde tripe sur sur Peter Pan, puis lui c'est loin d'être son préféré là. Justement parce qu'il est hyper gore, fait que c'est comme ça dépend vraiment de qui puis de ce que les gens ont envie de lire. Puis comme Céline a écrit, on peut pas plaire à tout le monde. Fait que... Absolument. Absolument. C'est quelque chose ça, qu'il faut réussir à se dire. C'est pas nécessairement toujours facile. La tête le comprend, ça, mais le corps le comprend pas tout le temps. C'est toujours plate de lire une mauvaise critique ou ça me fait toujours quelque chose de voir quelqu'un qui dit ouais, ton roman, je n'ai pas accroché. Heureusement, je vais toucher du bois. Le contraire m'arrive beaucoup plus souvent. J'ai beaucoup plus souvent de mots gentils et de félicitations que de gens qui me disent ah, moi, j'ai pas embarqué. Mais puis les gens ont parfaitement le droit aussi. Là. Il y a personne, je ne mettrai pas un fusil sur la tempe de personne pour les obliger à aimer ce que je fais. Mais il reste que ça fait toujours un peu de peine de se dire ah bon, c'est dommage, j'aurais aimé ça que cette personne-là accroche aussi. Mais sur le Titanic, ils ont sauvé très peu de gens. Hein? On peut pas sauver tout le monde. Effectivement. Donc, je trouve ça le fun. Il y a beaucoup de questions, mais je vais y aller aussi avec les miennes pour pas trop qu'on se perde. La prochaine question que j'avais de base, c'était est-ce que tu as d'autres projets? Là, tu nous as parlé qu'évidemment, il va y avoir le tome 3, il va y avoir le tome 4. Là, tu nous as laissé en suspens avec peut-être ta prochaine série avec le conte féminin. Une question qui est revenue, qu'on le sait peut-être, ben, tu nous as pas répondu parce que j'ai juste glissé. Est-ce que tu vas écrire un autre conte interdit ou pour là, c'est pas dans les projets parce que c'est ça pas? Je vais vous donner une réponse qui est vraiment super plate. Si j'en faisais pas un autre, je le dirais pas. Puis si j'en faisais un autre, je le dirais pas non plus. Pour la simple raison que c'est le genre de choses qui se décident pas toujours à l'avance. On ne sait jamais ce qui peut arriver en cours de route. Simon est parfaitement au courant que j'aurais envie d'en écrire un autre. Puis j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir avec Peau d'âne. Peau d'âne, ça a été une expérience très différente de l'écriture des 2 premiers romans, parce que comme je le disais, mes 2 premiers romans ont représenté beaucoup de temps. Je prenais, la semaine passée, quand j'ai fini la première version du manuscrit de mon 3e roman de Xavier Martel, j'ai pris conscience du fait que ça fait environ 7 ans et demi que je côtoie Xavier Martel presque quotidiennement. Parce que Le Chercheur d'âme a nécessité 4 ans d'écriture, Sous un ciel d'abîme 3 ans et demi. Celui-là, ça fait depuis août-septembre dernier que je suis dessus. J'ai pas fini. Je suis dans la relecture, la réécriture. Si on publie en avril l'année prochaine. Donc, je me trouve avoir passé beaucoup d'années en compagnie de Xavier Martel. Puis, Peau d'âne, mais ça m'a permis de faire une espèce de parenthèse pendant laquelle je me suis consacré presque exclusivement au personnage de ce roman-là. Et donc, ça a été vraiment le fun pour ça. Puis là, je ne sais pas si vous êtes perspicace et habile, mais vous voyez que j'ai parfaitement bien évité la question et que je vous ai amené dans une autre direction. Mais écoutez, je vais être plate. Je peux rien dire. Moi-même, je sais pas. Moi-même, je sais pas toujours ce qui est dans les cartons pour les éditeurs. Donc, vous verrez. J'aime bien la question de Manon. Par contre, vu qu'on reste dans le peut-être, si tu pouvais écrire un autre conte interdit, c'est dans lequel que tu aimerais te lancer?
il y a tellement de contes qu'on connaît moins. Mhm. Tu sais, les contes les plus connus sont sortis, je pense. Ils ont été faits. Là, vous avez appris. Il reste Aladdin. Aladdin Ouais, a été fait. c'est vrai. Il en reste encore des qui n'ont pas été faits. Aladdin n'a pas été fait. Jack et le haricot magique n'a pas été Ouais. fait. Il y en a quelques-uns. Il y en a beaucoup, beaucoup des contes qui sont moins connus. Oui. Euh, Si j'avais à en écrire un autre, j'irais probablement, j'essaierais de trouver, en fait, j'aurais deux critères principaux. Il faudrait absolument que ce soit un conte pour lequel je sens pas que je force les choses. Mhm. Effectivement. Il faut que ce conte-là me donne une idée d'histoire qui me permet de respecter dans la mesure du possible mon créneau, c'est-à-dire le trailer. Tu sais, ça, tu sais, quand on dit on sort un gars de la police, mais on sort pas la police du gars. Moi, je n'ai jamais été dans la police, puis je ne le serai jamais, mais je me considère comme un auteur de thriller puis de roman noir, puis ça va toujours rester. Euh, donc, il faudrait que ce soit un conte qui m'inspire, puis j'essaierai d'aller vers un conte qui est assez connu aussi. Tu sais, quand Podane est sorti, il y en a beaucoup je voyais beaucoup de réactions de gens qui disaient ah, je ne connais pas celui-là. Ben, moi, je ne le connaissais pas, honnêtement. Là. Je connais pas Ben, moi, Ben, je connais beaucoup plus les Disney. Fait que c'est sûr que je m'étalais pas beaucoup. Mais tu sais, comme Rumpelstiltskin de Maud, je l'ai découvert avec la série télévisée Il était une fois. Fait que tu sais, même l'histoire de base, je la connaissais pas. c'est ça, c'est que il y a beaucoup des contes qui sont sortis, tu sais, Pinocchio, Mhm. Les Trois Petits Cochons, etc., La Reine des Neiges, si ces contes-là sont aussi connus, c'est que la génération que vous êtes, qui êtes les principaux On lecteurs a et lectrices, grandi dans ça avec Disney. vous avez vu surtout grâce aux films de Disney. Euh, tu sais, il y a ça aussi. Donc, Peau d'âne, il n'y a pas eu de film de Disney sur Peau d'âne. Tu sais, puis donc, j'essaierai d'aller vers quelque chose qui m'inspire, mais aussi quelque chose qui est assez connu. J'ai trouvé ça très audacieux de la part de Maud Ruxtul d'écrire Rumpelstiltskin. Je commence à peine à être capable de le dire. Euh, C'est dur à dire. D'ailleurs, j'ai proposé en fait, quand le roman était annoncé, j'ai dit sur la page des auteurs d'ADA que juste le fait de dire le roman Rumpelstiltskin, je suis pas capable de dire, le roman Rumpelstiltskin de Maud Ruxtul, juste ça, ça devrait être le test pour être embauché comme libraire. Euh, Effectivement. mais non, blague à part, c'est que j'ai trouvé ça audacieux de la part de Maud de choisir un conte comme ça qui est pas si connu. Moi, j'avais jamais entendu parler de ce conte-là. Euh, donc, voilà, je sais pas si je réponds à la question, là, mais Ben oui, en fait, tu n'as pas précisé le compte, mais tu sais, comme tu dis, il faut juste que ça t'intéresse, que ça te donne envie de l'écrire, pas que tu bloques. absolument. On a eu plusieurs barbes bleues. Il y en a beaucoup de barbes bleues qui reviennent. Aladdin, on l'a pas encore vu. Le Chaboté aussi, j'avoue que ça pourrait être intéressant. France qui dit Ouais. qu'elle se verrait bien écrire Habit neuf de l'empereur. Tu vois, ça, c'en est un autre que je connais pas. C'est moins connu, effectivement, ça. Je pense qu'il y a eu un film aussi de Disney, là, The Emperor's New Groove, quelque chose comme ça, là, qui est inspiré de ça, je pense, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins connu. Il y a ça aussi qui entre en ligne de compte, c'est qu'il faut que euh, quelqu'un qui est devant l'étalage des comptes interdits, qui voit les 18 comptes interdits, puis qui a 20 ou 40 à dépenser, ben, il ou elle va aller vers peut-être les comptes les plus connus. Euh, à moins d'être Moi, je dis les C4 en arrière. Je pense que c'est celui qui m'intéresse le plus. aussi, aussi, aussi. Mais le critère principal, c'est vraiment il faut que l'histoire m'inspire quelque chose. Tu sais, pour Peau d'âne, j'ai eu le choix. Ça m'a pas été imposé. Simon m'a dit, veux-tu faire un compte? Oui, ok, ça m'intéresse, c'est sûr. Lequel tu veux? J'ai regardé un peu ce qui restait, ce qui avait pas été fait. Puis l'histoire de Peau d'âne m'inspirait. Je trouvais qu'il y avait quelque chose. Là, j'en dirai pas trop pour ceux et celles qui l'ont pas lu, mais tu sais, dès le départ, le titre évoquait quelque chose d'assez approprié pour un thriller, disons. Effectivement. Dans un livre. Sandra qui demande dans un livre d'horreur ou de science-fiction s'il y a une policière.
à ton avis, doit-on mettre toutes les juridictions ou ça serait nécessairement s'il y a un meurtre? Qu'est-ce qu'elle veut dire par, je ne sais pas ce qu'elle veut dire exactement par juridiction. Ce que je comprends de la question, c'est est-ce qu'il faut mettre l'accent vraiment beaucoup sur l'enquête policière et tout ce qui est procédural? Peut-être ça. Euh, Ça dépend beaucoup du genre. Tu sais, si c'est de la science-fiction, d'habitude, dans la science-fiction, c'est pas tant ça qui est à l'avant-plan, c'est autre chose. Dans le fantastique, c'est la même chose. Dans un roman fantastique, il y a une forme d'enquête, oui, parce que le personnage veut savoir ce qui lui arrive, il veut essayer de comprendre le phénomène surnaturel qui lui arrive, mais c'est pas une enquête policière en bonne et due forme. C'est-à-dire que alors que dans un roman policier, euh, souvent l'enquête policière, évidemment, va se dérouler en bonne et due forme avec la procédure. Tu sais, on lit un romancier comme Michael Connelly, par exemple, qui est un romancier que j'aime vraiment beaucoup. J'ai lu peut-être 20-25 romans de Michael Connelly. C'est très procédural parce que lui-même est un ancien journaliste affecté aux affaires criminelles, puis on voit qu'il y a des contacts dans la police. Lui-même ayant été journaliste, il se documente beaucoup. Je lisais à un moment donné un roman de Connelly qui se déroule dans le monde dans le monde judiciaire avec des avocats, des juges et il y avait un chapitre entier sur la façon dont on sélectionne les membres d'un jury. Ma blonde me regardait et elle me disait comment tu fais pour aimer ça? Ça doit être d'un ennui mortel, mais moi je trouve ça super intéressant, c'est très instructif, mais encore faut-il s'intéresser à ça. Ouais. Quelqu'un qui est rebuté un peu par un roman policier parce qu'il veut pas de la lourdeur des procédures, ben cette personne-là va pas lire du Michael Connelly. Puis comme je le disais tout à l'heure, moi la procédure, elle est là parce qu'il faut quand même que le lecteur. Tout est une question de stratégie quand on écrit. Une partie de la stratégie, c'est de dire au lecteur, ben voilà, je te montre que je connais suffisamment le monde de la police pour respecter ce qui est procédural. Question que tu comprennes bien que je ne dis pas n'importe quoi. Mais en même temps, la question à laquelle on revient toujours, c'est est-ce que ça alimente l'histoire? Est-ce que ça sert l'histoire? Il faut. C'est une chose qu'on apprend très vite, ça, quand on écrit. Moi, je pense, parce que moi, en tant que lectrice, je trouve que, moi, personnellement, j'en ai pas lu beaucoup, mais je pense que, c'est vraiment, je pense, le mélange des deux, mais c'est bien proportionné. Ouais. Parce que autant que j'aime apprendre dans la vie, moi, là, tu me demandes, OK, qu'est-ce qu'on écoute à soir? Je peux te sortir, OK, on écoute du National Geographic parce que j'adore apprendre l'histoire, j'adore découvrir. Mais tu sais, je vais lire un livre comme ça, un livre de thriller, tu sais, si toi, tu aurais mis justement plus de description, probablement que, tu sais, j'aurais fait comme, OK, ça m'intéresse moins. Ouais. Parce que compte tenu que c'est un livre dans lequel j'ai envie de m'évader, tu sais, de lire puis de pas penser, ben, tu sais, s'il y a comme trop d'informations, tu sais, comme de procédures, comme tu dis, ben, probablement que, tu sais, mon cerveau a embarqué trop en mode logique, fait comme, OK, oui. C'est justement, c'est vrai ce qui écrit, c'est pas vrai, OK, puis là, tu sais, j'aurais fini par faire comme, OK, ben, tu sais, ça, c'est pas logique, ça, c'est, ça dépend beaucoup du type de lecteur, comme on disait tout à l'heure. Puis, tu sais, la plupart du temps, les lecteurs et lectrices qui lisent du roman policier ou qui lisent du thriller ou du roman noir, là, peu importe la catégorie, peu importe la boîte à laquelle appartient le roman, ce qu'ils veulent savoir, c'est ce qu'ils veulent voir, c'est la police retracer le criminel. Beaucoup plus que la manière dont il s'y prend pour retracer le criminel. À moins qu'on soit, comme moi, quelqu'un qui est vraiment intéressé par la manière d'y arriver. Et moi, quand je lis un roman, je peux jamais enlever mon chapeau d'auteur quand je lis un roman. Parce que je veux toujours voir comment l'auteur que je lis a fait les choses. Comment cette personne-là, qu'est-ce que cette personne-là a découvert en se documentant, comment est-ce que son personnage va arriver à ses fins. Mais je pense que la plupart des lecteurs et des lectrices, ce qu'ils veulent voir, c'est le personnage principal réussir. Je pense que oui. La manière dont il s'y prend, en fait. Comme c'est Stephen King qui le disait dans son essai qui s'appelle On Writing. Stephen King disait, n'oubliez jamais que quand vous écrivez un roman, vous n'êtes pas en train de donner une conférence. Donc, c'est une question de dosage. Comme là, mon prochain Martel, comme je le disais, a pour arrière-plan la mafia russe. Mais moi, il faut toujours que je garde en tête quand j'écris
il faut que j'essaie de me mettre à la place du lecteur, puis de me dire, OK, là, ici, ça fait 10 lignes que je parle du fonctionnement de telle chose dans la mafia russe. Peut-être que c'est assez, parce qu'il ne faut pas que je perde mon lecteur non plus. En même temps, on en revient toujours à la même chose, c'est une question de dosage. Mm-hmm. Un roman policier, pour moi, doit servir à quelque chose. Puis je dis pas que je suis celui qui écrit le plus de romans policiers engagés. Là, je trouve ça très difficile de le faire, mais j'essaie toujours de m'organiser pour que mes romans aient une utilité autre que de simplement raconter une histoire sanglante de quelqu'un qui fait du grabuge partout autour de lui. Tu sais, dans le chercheur d'âme, pardon, ma voix est en train de lâcher. Dans le chercheur d'âme, l'arrière-plan, c'est le monde de la lutte professionnelle. Sous un ciel d'abîme, il est question un peu d'Haïti, un peu des croyances vaudou. Bon, ça prend pas tant de place que ça, mais il y a quand même cet arrière-plan-là aussi. La mafia russe dans le troisième. Dans Peau d'âne, qu'est-ce qu'il y a dans Peau d'âne? Un petit peu, ça prend pas tant de place que ça, là, mais un petit peu la question de la production de tequila. Puis Peau d'âne, c'est peut-être celui de mes romans jusqu'à maintenant dans lequel j'ai le plus essayé, je dis bien essayé, parce que c'est pas toujours facile, de, de passer un message, même s'il est peut-être subtil. C'est-à-dire que c'est un roman qui a été écrit en pensant beaucoup aux dénonciations qui sont du mouvement MeToo, qui sont survenus ces dernières années. On a vu Harvey Weinstein, on a vu Roson ici au Québec, on a vu Salveille, bon. Puis je me disais, oui, ça va être un roman qui est violent, mais je veux qu'au moins ça serve à quelque chose. Puis le message, j'aime pas beaucoup l'idée des romans à message, mais s'il y a une chose à retenir peut-être de Peau d'âne, c'est que parfois ça peut être payant de dénoncer. De dénoncer. C'est pas, je considère pas que c'est à l'avant-plan dans le roman, mais ce n'est pas qu'une histoire de violence. Voilà. J'ai aucun souvenir d'où on est parti pour en arriver à ce que je dise ça, mais c'est le fun. Ouais, c'est correct. Tu parles, ça nous donne des infos. Ah, ok, oui, c'est la question à Sandra. Qui demandait voyons, que si une policière, à ton avis, doit-on mettre toutes les juridictions, ce serait nécessairement s'il y a un meurtre. Voilà, c'était ça la question. OK. J'ai une autre personne, j'ai pas son nom, qui a écrit, c'est Gigi qui a écrit, as-tu l'intention d'écrire un livre d'horreur non policier? J'y ai pensé. Je jongle avec l'idée depuis quelques années d'essayer de récupérer le premier roman que j'ai écrit, dont je parlais tout à l'heure, qui était un roman fantastique et qui a été refusé partout où je l'ai soumis, pour des raisons qui sont tout à fait valables et que je comprends bien aujourd'hui, 10 ans plus tard. Je trouverais ça le fun que ce roman-là ait une deuxième, en fait, j'allais dire une deuxième vie, qui ait une vie, parce que là, pour l'instant, il est juste dans ma bibliothèque reliée. C'est un roman fantastique. Je pense qu'il y avait un potentiel. Il faudrait beaucoup élaguer, il faudrait beaucoup resserrer certaines choses, il faudrait réécrire, il faudrait changer des aspects de l'intrigue. Puis tu vois, quand je dis que je m'étends dans le temps, là, ce roman-là, je l'ai écrit en 7-8 ans. Tu sais, j'ai tendance à m'étaler dans le temps. Les romans, tu sais, c'est pour ça que Peau d'âne, c'était une expérience vraiment particulière, parce qu'écrire un roman en 4 mois, j'avais jamais fait ça, puis je pensais pas être capable de le faire. Puis c'est pas par choix que je l'ai écrit en 4 mois, c'est parce qu'on me donnait 4 mois max. Et je savais pas si j'étais capable d'y arriver, puis j'y suis arrivé. Donc, mais oui, peut-être pour revenir à la question de Gigi, peut-être écrire quelque chose. En même temps, j'aime pas tellement l'idée, moi, de me disperser puis d'aller dans plusieurs choses. Je sais qu'il y a des auteurs qui le font. Souvent, c'est des auteurs aussi qui vivent de leur plume ou qui veulent toucher à plusieurs choses, justement, pour aller chercher des publics différents. Moi, j'aime bien l'idée d'être associé au roman policier, au thriller, au roman noir. Mais un petit roman fantastique sur le side comme ça, bon. Ça arrive juste une fois au chalet. Une fois de chalet, voilà. Il y a Manon qui vient d'écrire comme commentaire, tu dois être un prof très intéressant.
J'ai une collègue de travail aujourd'hui on se parlait, puis quand elle a vu que j'étais en live avec toi ce soir, elle m'a fait comme réponse, tu vas avoir du fun avec, tu as été son prof pendant une session. Puis ça a l'air qu'elle a trouvé ça super plaisant. Je sais pas, je pense qu'il a gelé. Est-ce que tu m'entends? Oui, mais t'as gelé. Tu m'entends? Ouais, c'est ça. Je sais pas ce qui s'est passé parce que on dirait que mon micro a été muté sans que je le demande. Ah, ça m'avait fait ça la semaine passée aussi. Là, je sais pas trop comment réapparaître. Tu vois-tu en bas, t'as comme mute, stop cam. Ouais, Bon, clique sur stop cam, puis reclique après dessus, ça va la fermer, puis ça va la rallumer. Ah non, t'es encore gelé. ça n'a pas marché. Attends un petit Ce sera pas bien long, tout le monde. Ça arrive des fois. Nancy, bonsoir Nancy. Donc, Nancy qui est avec nous. Ah, tu nous es revenu. Voilà. Je suis revenu, mais j'ai une apparence fantomatique parce que c'est pas la bonne caméra qui est là. Donc, je vais essayer de remettre la caméra que j'avais tout à l'heure. Celle-là est vraiment épouvantable. Attends un petit peu. Pas Je de sais pas si je vais problème. réussir. Ah oui, je pense que c'est ici. OK, attendez un petit peu. Bon. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend, mais t'as gelé encore. OK. On dirait que c'est ma caméra ma caméra branchée là, bon, OK, regardez ce que je vais faire. Je vais Ça sera pas bien long. Martial, il était partout aux toilettes et il a mis une photo de lui. C'est quand même très drôle. Je vais oublier. Je ne vous en pas tout le monde, là. Je ne skippe pas vos questions, je les regarde. Ça devrait pas être bien long. Vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser tout de suite. Comme ça, je vais pouvoir juste les redéfiler après, pouvoir les lire. Bonsoir. me revoici. Vous m'entendez? Oui, puis l'autre OK, fois. super. Je me rappelle pas de quoi on parlait. C'était ma recette de canard à l'orange, je pense, hein, c'est ça? Ouais. Non, en fait, je disais que Manon l'avait écrit comme commentaire que tu devais être un prof tu dois être un prof très intéressant. Puis je disais qu'aujourd'hui, je parlais avec une de mes collègues de travail. Quand elle est allée faire un tour sur mon Facebook, elle a vu que je parlais avec toi ce soir, puis elle m'a fait comme réponse, tu vas voir, tu vas avoir du fun avec lui. Ça a été un très bon prof. Fait que tu as enseigné à une de mes collègues de travail pendant une session. OK? Ah ben, tant mieux. Tant mieux, c'est le fun de savoir ça. Disons que je m'amuse beaucoup, puis j'ai la chance de donner chaque automne depuis 2014 un cours qui s'appelle Littérature policière fantastique et de science-fiction. Donc, je suis comme dans mon élément, je suis plutôt dans mes pantoufles dans ce cours-là. J'ai beaucoup de plaisir à le donner. Je trouve ça le fun. Les étudiants ont du fun aussi. Donc, c'est une belle chance que j'ai de donner un cours comme ça. Ben surtout que tu sais, c'est comme en plein dans ton domaine. Fait que comment être totalement à l'aise. Là, je crois que c'est Céline, parce que je ne sais pas son nom sur stream, mais qui écrivait est-ce que le fait d'être auteur te rend plus exigeant dans tes lectures? Est-ce que tu y trouves moins de plaisir maintenant que tu décortiques tout? Je ne sais pas si c'est le fait d'écrire, mais je pense que oui. Euh, Écoute, depuis je dirais au cours des 7-8 dernières années, j'ai abandonné je ne sais pas combien de romans en cours de route. Je sais que c'est terrible de dire ça. Puis chaque fois, ça me fait de la peine parce que moi, si j'étais
si j'étais l'auteur d'un roman que quelqu'un a abandonné, j'aimerais mieux pas le savoir, là, parce que c'est, tu sais, je sais qu'on met tellement de temps là-dessus, puis on met tout ce qu'on a là-dessus, on croit en notre projet. Des fois, ça marche pas. Des fois, mais oui, pour répondre à la question de Céline, oui, c'est sûr que je suis plus exigeant. Puis je pense aussi qu'il y a le fait que, indépendamment du fait que je suis auteur, il y a le fait aussi que ce que je lis, je dirais qu'à 99%, ce que je lis, c'est de la littérature policière. Et puis, j'ai abandonné des romans qui ont été écrits par des soi-disant maîtres du genre. Euh, Mon record, c'est 3 pages. J'ai abandonné un roman d'un auteur américain qui s'appelle David Baldacci, qui est un avocat qui écrit des thrillers qui sont hyper populaires. Je veux dire, il vend des millions de livres aux États-Unis. Mais j'ai abandonné je me souviens pas du titre de son roman. Je l'ai abandonné après 3 pages. Je le dis parce que c'est un auteur américain qui m'entendra jamais dire ça, puis qui, même s'il m'entendait le dire, de toute façon, il est multimillionnaire. Donc ça me fait beaucoup moins de peine de dire ça que de le dire du livre de quelqu'un qui a vendu 500 livres. Là. Mais il y avait toutes sortes de défauts que j'avais eu le temps de voir en 3 pages. Je croyais pas au personnage. Il faut le faire quand même. En 3 pages, avoir le temps de ne pas me faire croire au personnage. Je croyais pas à la façon dont s'exprimaient les personnages. Moi, c'est assez rare que je suis dérangé par la traduction française d'un roman étranger. Et là, ça marchait pas du tout. Quand c'est trop franchouillard, quand je sens qu'il y a de l'argot, puis que, tu sais, surtout quand on sait que ça se passe aux États-Unis, ça marche pas. Habituellement, je suis pas très exigeant du côté de la traduction, là, mais pour que ça m'ait dérangé, c'est parce que c'était pas bien fait. Ben écoute, je suis allée samedi, je suis allée acheter Charlotte Brontë de Jane Eyre, dans le fond. Puis je vais à la librairie, puis je fais écoute, t'as-tu ce livre-là? Si oui, je sais qu'il a été publié dans plusieurs versions, laquelle que je veux. Puis celui-là de base que je voulais, c'était d'une maison X. Et la libraire me dit écoute, j'ai 2 versions. Moi, je te conseille celui-là qui a été publié chez 10-18. Je fais OK, c'est good. Elle dit une autre version aussi, mais pour être franche, elle dit pour les avoir lu les 3, je te dis que l'autre version, elle dit la traduction est nulle à chier. Elle me dit vraiment même, excusez mon langage. Okay. C'est celui-là au départ que je l'ai acheté, puis j'étais comme, oh, finalement, je suis contente d'avoir parlé avec la libraire. Fait que, tu sais, sur 3 maisons d'édition différentes, 3 versions possibles, ben, tu sais, j'étais comme, OK, finalement, le livre le plus beau était le plus mal traduit. Fait que finalement, je vais faire plus confiance à mes libraires. Ils connaissent ce qu'ils disent. Ouais. Fait que, tu sais, souvent, puis Riley, en fin de semaine, elle a commencé un livre. Elle a commencé à lire Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ouais. Une certaine version. Un chapitre, il s'appelait Henry, l'autre chapitre s'appelait Harry. Ah ouais, non. Fait que, tu sais, elle a carrément fait, non, elle dit, j'ai comme plus envie de le lire. C'est comme ridicule. J'étais comme, effectivement, c'est quand c'est le nom du personnage principal, t'es comme, OK. Ouais. Moi, j'ai cette sensibilité-là à la langue qui fait que si, par exemple, j'ai lu 1, 2, 3 romans d'auteurs français dont l'histoire se déroulait au Québec et qui manifestement ne savaient pas comment on parle au Québec. Puis, c'est triste, je ne dis pas pour me moquer, là. Tu sais, moi, j'oserais jamais écrire un roman qui met en scène des Français qui sont en France parce que j'aurais trop peur de ne pas respecter la langue. Puis des fois, c'est des subtilités. C'est une chose de savoir que tel mot se dit au Québec, mais c'en est une autre de savoir dans quel contexte, comment on l'intégrer dans la phrase. Donc, cette sensibilité-là à la langue. Mais pour revenir à la question de Céline, est-ce que je suis plus exigeant dans mes lectures? Je pense que oui. Peut-être aussi parce que je sais plus ce que je veux puis ce que je veux moins quand je lis de la littérature policière. J'ai eu des phases aussi. Et avant de publier mon premier roman, qui est un roman de tueur en série, je lisais des romans policiers, je lisais beaucoup de romans policiers qui mettent en scène des tracks aux tueurs en série. Donc, j'ai eu ce trip-là. Une fois que mon roman de tueur en série a été publié, ben, je suis comme passé à autre chose. Puis maintenant, j'aime beaucoup les romans dans lesquels il y a
il y a un ton particulier. Il y a un roman que j'ai lu il y a environ un mois d'un auteur américain qui s'appelle Joe R. Lansdale. C'est pas un nom qui est très connu au Québec, Joe Lansdale. Pourtant, c'est quelqu'un qui a publié vraiment beaucoup de romans. Et ça s'appelle Honky Tonk Samurai. Déjà, le titre fait sourire un peu. L'illustration de la couverture, honnêtement, c'est vraiment pas beau. Dans une section roman policier, vous remarquerez souvent dans la section roman policier, les livres sont noirs ou rouges, des fois blancs. Ça, c'est une couverture orange, criarde, avec des dessins qui ont l'air de cartoon. Je me demandais c'était quoi cette affaire-là, mais le texte de la quatrième de couverture m'a beaucoup intrigué. J'ai lu le roman, puis même si c'était une traduction, je ne l'ai pas lu en langue originale anglaise, même si c'était une traduction, j'ai tellement adoré l'humour de cet auteur-là que même si l'intrigue policière était somme toute assez mince, j'ai eu énormément de plaisir à lire en raison de l'humour. Donc, il faut qu'il y ait un ton. Il faut que l'écriture ait quelque chose de spécial à m'offrir. Effectivement, sur ça, je suis d'accord. Il y a une personne qui disait « Que lis-tu en ce moment? » En ce moment, je suis en train de relire un roman policier que j'ai adoré, qui est probablement dans mon top 5 à vie. Mon auteur préféré, moi, ça s'appelle Don Winslow. C'est un auteur américain qui a écrit la trilogie Cartel sur les cartels de drogue mexicains que j'ai lu, que j'ai adoré. Et je suis en train de relire Corruption, The Force en anglais. Corruption, qui est un roman que j'avais lu il y a 1 an et demi. Puis je l'ai relu parce que je trouve ça trop merveilleux, ce roman-là. Ça a du rythme. C'est une brique de 550 pages, mais il n'y a pas de longueur. On va à l'essentiel. C'est du dialogue, c'est des descriptions minimales. C'est une connaissance très, très, très documentée du monde de la police new-yorkaise. Stephen King a dit de ce roman-là que c'est le parrain, mais dans le monde de la police. Puis c'est un roman, j'adore l'écriture très fine de cet auteur-là, qui est très, très ciselé. Il n'y a pas de longueur, c'est punché. Les dialogues, j'adorerais être capable d'écrire des dialogues comme ça. Je pense que je me débrouille pas trop mal dans les dialogues, là, honnêtement. Mais il y a des traits d'esprit, il y a de l'humour noir là-dedans. C'est ça que je suis en train de lire actuellement. C'est bien. France, qui avait une très bonne question. Est-ce que tu lis-tu tes collègues est-ce que tu lis tes collègues dans les maisons, de d'autres maisons d'édition ou encore chez ADA? Donc, est-ce que tu lis d'autres auteurs québécois qui sont tes collègues ou vu que c'est tes amis, tu veux pas t'embarquer là-dedans? Non, le fait que ce soit des amis, c'est pas un facteur qui est important pour moi. J'ai lu Suture de mon chum François-Bernard Tremblay. J'ai lu La Reine des Neiges de Simon. J'ai lu La Bête originelle de Simon. En fait, étrangement, je pense que tu fais partie aussi du groupe, là, les lecteurs de romans noirs, policiers, non. Je fais partie de ce groupe-là, puis il y a beaucoup de maniaques qui lisent. Je sais pas combien tu as lu de livres depuis le début de 2020, toi, mais moi, j'en ai lu. Je viens de finir mon 52 ou mon 53e, je pense. OK, depuis le début de 2020? Oui. OK. Moi, je pense que j'en ai lu 4. Puis, tu sais, ça paraît un peu mal, parce que c'est mon métier, la littérature, ça. Mais j'enseigne la littérature, j'ai des jeunes enfants, j'écris aussi. Moi, s'il y a une chose positive qui est ressortie du confinement puis de la pandémie, c'est que si cette pandémie-là n'était pas arrivée, j'aurais probablement pas fini mon 3e manuscrit. En fait, j'aurais certainement pas fini mon manuscrit de Martel numéro 3. C'est peut-être la seule chose positive qui est survenue de cette pandémie-là. Je me suis donné une discipline pour compléter ce roman-là. Mais j'ai pas autant de temps pour lire que je voudrais en avoir. Souvent, quand j'ai grimpé aussi vite que ça à cause de la pandémie. Parce qu'en 3 mois, j'ai passé de 17 à 44. Parce que tu vois, là, depuis, j'ai recommencé le 1er juin. Puis du 1er juin à maintenant, je suis rendue à 52. Okay. Fait que c'est pas, oui, je lis beaucoup, mais moi, je lis l'histoire. Moi, le soir, un coup, mon gars, il est couché. Si je fais rien avec mon chum, je suis assise puis je lis. Fait que, c'est comme la job, quand c'est tranquille, ben, je lis. Fait que, moi, c'est ça. Moi, dans l'autobus, j'attends l'autobus, je lis. Fait que, c'est tout mes temps libre, moi, je passe à lire.
OK. Mais ce qui a fait en sorte que mon chiffre a grimpé, c'est vraiment le 3 mois chez nous de congé. Parce que sinon, je serais pas rendue là. Regarde, moi, Sandra, oui, j'en sais. Moi, je lis l'histoire. C'est moi, je oh. Ça va? J'ai dit Sandra est rendue à 66. OK. C'est quand même bon. 66. OK. 66, c'est une moyenne de 3 livres par semaine à peu près. OK. C'est beaucoup. Ben, j'ai une moyenne de 1,5 à 2 par semaine. Mais tu sais, si. Excusez. Là, j'ai fini. J'ai embarqué dans mes traductions parce que j'ai plus de place pour mes auteurs québécois. Fait que je veux essayer d'enlever les traductions que je veux pas garder. Mais tu sais, j'ai lu ça cette semaine. Puis tu sais, les 3 tomes sont comme ça. Mais tu sais, si je lis un livre qui est épais comme ça, ben tu sais, en une journée et demie, c'est ça, c'est si je travaille, il va être fini. Si je travaille pas une journée, il est lu. Fait que, ça dépend toujours du livre. Si je m'attaque à une brique ça grosse, c'est sûr que je la lirai pas. Avec le travail, c'est sûr que je la lirai pas en 2 jours. Oui, OK. Je pense moi, j'ai mis plus l'accent. Je mets plus l'accent sur l'écriture que sur la lecture, je dirais, depuis quelques mois. Mais là, ma moyenne va remonter un peu. Là. Je pars en vacances pour 3 semaines prochainement, puis je vais avoir ma pile de briques à lire. C'est ça. France qui dit pendant le confinement, je lisais un livre de 500 pages en 3 jours. Ben, regarde, tu vois, pour ceux qui le savent, j'ai été bêta-lectrice de Patrice Cazot avec Isandelle. Puis c'est à peu près ça. Puis ça m'a pris une journée et demie. C'est juste parce que j'ai quasiment passé une nuit blanche. C'est ça, j'étais en confinement parce que sinon, ça m'aurait pris, tu sais, j'ai été bêta-lectrice pour un autre auteur, puis ça m'a pris une semaine et demie. Parce que justement, je passais plus de temps avec mon fils. Fait que c'était comme si je travaillais. Fait que, et France, comme France dit, continue d'écrire, on aime ça. Effectivement. C'est pour des lecteurs et lectrices comme vous autres que j'écris, c'est sûr. Hein, on aime toujours ça avoir de la rétroaction positive. Ben, j'ai hâte, là. Sincèrement, là, je pensais commencer le tome 2, mais là, je pense que je vais m'en aller dans le chercheur d'or. En finissant, là, ça m'a, il tentait déjà que je les avais achetés, mais là, de t'entends m'en parler, j'ai fait, OK, ouais, peut-être que je vais juste le monter plus vite que je pensais. Certains m'ont dit qu'il ne faut pas le commencer avant de se coucher. Ah, écoute. Mais toi, tu là. OK. Moi, j'ai lu Réponse à genre 10h30 du soir avec pas de lumière, puis en me couchant, puis je faisais des cauchemars. OK? Fait que moi, je ne connais pas le principe de pas lire de livres d'horreur avant de me coucher. Je vais aller voir si les gens ont d'autres questions. Sinon, je vais y aller avec mes dernières. Manon qui disait ton auteur québécois préféré, mais je trouve ça. Je mettrais peut-être pas juste ton auteur québécois, probablement juste ton auteur préféré. Ben, mon préféré, je l'ai nommé tout à l'heure, c'est Don Winslow, c'est un auteur américain. J'aime beaucoup Dennis Lehane aussi, j'aime beaucoup Stephen King évidemment. Là, si je fais le métier que je fais aujourd'hui, c'est parce que j'ai découvert Stephen King à 15 ans. J'aime beaucoup aussi. J'ai été un fan de Granger, Jean-Christophe Granger. J'aime pas tout ce qu'il a fait. J'aime pas toutes ses finales non plus. Mais il y a des romans qu'il a écrits que j'aime beaucoup. Là. Le Serment des Limbes, j'ai beaucoup aimé ça. La Ligne Noire, j'ai beaucoup aimé ça aussi. Dans le québécois, strictement dans la littérature policière, dans le québécois, je pense que c'est Martin Michaud. J'ai beaucoup aimé sa série sur Victor Lessard. Puis comme je le mentionne à la fin du Chercheur d'âme, c'est Martin qui m'a donné le petit coup de pied aux fesses qu'il fallait pour que je me mette à écrire le Chercheur d'âme. Parce que c'est une histoire que j'ai portée dans ma tête pendant 10 ans. Puis, je n'osais jamais la commencer. Tu sais, je vois souvent, surtout comme prof, là, je vois souvent des gens qui commencent à écrire un roman à 16, 17, 18 ans, puis qui déjà, comment dire, qui pensent déjà à publier, puis à être traduit dans 3, 4, 5, 10 langues. Puis,
C'est beau l'ambition, mais en même temps, il faut être réaliste. Puis il faut, moi, je crois beaucoup à l'apprentissage progressif de chaque métier. Moi, j'ai publié mon premier roman, Le chercheur d'âme, j'avais 42 ans. Ça ne veut pas dire que tout le monde devrait publier son premier roman à 42 ans, mais je me rappelle, moi, qu'à 18 ans, j'étais étudiant au cégep, puis j'avais un prof de philo qui savait que je voulais écrire, qui m'avait dit « Pourquoi tu n'écris pas? » Je me souviens de lui avoir dit « Il me semble que j'ai rien à dire. » Parce qu'à 18 ans, je suis pas sûr qu'on a quelque chose à dire tant que ça, à moins d'avoir vécu des expériences hallucinantes. Euh, donc, ça ne veut pas dire de ne pas commencer à écrire à un jeune âge. Là. Il y a deux choses différentes. Commencer à écrire tôt pour apprendre ce métier-là, oui. Penser à 18 ans qu'on va publier un roman qui va se vendre en fou puis qui va devenir un phénomène, je pense qu'il faut un talent à la Mozart. Là, mais euh, qu'est-ce que je disais donc? Moi, je parlais de Martin, c'est ça. Donc, je n'osais pas écrire le chercheur d'âme. Je ne savais pas jusqu'à quel point il y avait du souffle, ce roman-là. Je ne savais pas jusqu'à quel point cette histoire-là allait donner quelque chose de bon. Puis, Martin est venu à un moment donné au cégep où j'enseigne en sciences de signature. Puis, j'en ai parlé un peu. Puis, il dit Essaye-toi. Pourquoi tu n'essayes pas? Le pire qui peut arriver, c'est que tu aies du fun. Puis, si c'est pas publié, bon, au moins, tu auras eu du fun. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai écrit. Je me suis fait prendre au jeu. Ça a donné une bête monstrueuse. Là, je l'ai déjà dit pour ceux qui m'entendent, qui m'entendent qui m'entendent pas pour la première fois. Je m'excuse, je me répète, mais la première version du chercheur d'âme, c'était 275 000 mots. Donc, c'était 1100 pages en Word. Et il a fallu que je coupe de moitié. Mais ça fait partie du travail d'écriture, ça fait partie de ce métier-là. Tu sais, je dis souvent à mes élèves puis aux gens autour de moi, même quand on n'a pas une feuille et un crayon ou quand on n'est pas devant notre ordinateur, on peut quand même être en train d'écrire. Parce qu'écrire, c'est pas juste ajouter des mots, c'est aussi en retrancher, c'est couper des pages, c'est penser à ton histoire. Tu sais, moi, quand je suis en autobus, je suis pas sur mon cellulaire en train de texter ou d'écouter de la musique. Moi, je pense à mes affaires. Je lis ou encore je regarde à travers la fenêtre puis je pense à mes histoires. Puis des fois, il y a un flash qui va me venir. Puis je vais trouver un angle particulier pour ce que je suis en train d'écrire. Ben, c'est très bien parce que je trouve ça le fun parce que mes parents sont descendus en vacances la semaine dernière. Puis là, ils voient que j'ai beaucoup d'intérêt pour ce que je fais, puis que là, les gens commencent à voir, OK, ben, ils savent je suis qui, les auteurs commencent à me demander, je commence à avoir un peu plus d'impact que j'en avais quand j'ai commencé. Puis mon père, il me lâche comme ça, ouais, mais toi, pourquoi t'écris pas? C'est exactement ce que j'ai répondu, parce que j'ai pas rien à dire, j'ai rien à écrire. Je saurais pas quoi écrire de plus que les autres. Pour l'instant, j'aime mieux vous lire que de dire, OK, j'écris quoi, puis je pense que ça n'a pas été écrit, mais finalement, il y en a plein d'autres. J'ai dit, un jour peut-être, mais pour l'instant, du haut de mes bientôt 26 ans, j'en ai pas l'intention parce que justement, je suis non. Ben, c'est tout à ton honneur d'être consciente de ça. En même temps, je veux pas insulter qui que ce soit qui a 22 ans puis qui est en train d'écrire, puis je veux pas décourager personne non plus. Je dis juste que c'est un phénomène que je vois beaucoup justement parce que j'enseigne à des jeunes de 17, 18, 19, 20 ans. Puis souvent dans le programme de littérature, des jeunes qui arrivent au cégep qui pensent qui sont convaincus déjà qu'ils ont quelque chose d'unique et que si on leur dit que c'est pas de niveau, ben c'est parce qu'on les comprend pas. Donc il faut juste, tu sais, blague à part, ce métier-là, le métier d'écrivain, euh, pour l'exercer, ça prend beaucoup d'humilité. Il faut être capable de reconnaître quand on s'est trompé. Puis ça veut dire d'accepter qu'une page soit pas bonne, d'accepter qu'un chapitre soit pas bon, d'accepter que toute la moitié d'un roman soit pas bonne. Et je vais donner un exemple. Quand j'écrivais Peau d'âne, j'ai commencé à écrire, des fois c'est un petit détail, c'est des détails de rien. J'ai commencé à écrire Peau d'âne au présent. Rendu à peu près à la moitié du roman, il y avait quelque chose que j'aimais pas. Je trouvais que ça manquait de rythme. Je trouvais qu'il y avait, c'était pas naturel, c'était pas facile pour moi d'écrire un chapitre au présent. D'habitude, j'utilise beaucoup de passé simple. Bon. J'ai dit, je vais essayer par curiosité. Le chapitre suivant, je l'ai écrit au passé simple. Paf, ça a levé tout de suite.
Donc, je suis revenu complètement en arrière. J'ai tout modifié. C'est long faire ça, là. J'ai modifié toute la première moitié du roman qui était au présent pour la transposer au passé simple. Parce que ça me semblait plus naturel pour moi. C'est très personnel. Il y en a qui, comme Patrick Sénécal, je pense que au moins ces 5, 6, 7 derniers romans sont écrits au présent. Je me demande s'il n'écrit pas rien qu'au présent maintenant. Ça dépend de chacun. Ça dépend de l'aisance de chacun. Mon auteur favori, Winslow, dont je parlais tout à l'heure, écrit au présent aussi. Des fois, j'aimerais ça, être capable d'écrire au présent. Ça donne une couleur particulière, mais je sais pas, c'est pas naturel pour moi. On dirait que ça prend du recul. On dirait que mes narrateurs ont besoin de recul. C'est particulier à chacun. Comme Sandra qui dit, oui, il faut couper, ajouter, corriger, sûrement changer les temps aussi. Oui, tout à Ouais, fait. je m'embarque pas là-dedans, en tout cas. C'est un travail de, c'est un travail de patience. Je disais, ça prend de l'humilité, ça prend de la patience aussi. Il faut pas être trop pressé. C'est ça que Non. je voulais dire tantôt. Euh, soyez pas pressé de publier. Si vous avez un roman à 20 ans, laissez-le maturer un peu, faites-le lire par des amis autour de vous en qui vous avez confiance, puis euh, donnez-vous le temps de prendre la maturité puis de vivre des choses dans votre vie. Moi, si j'avais écrit un roman à 20 ans, ça aurait été pourri, absolument pourri, j'en suis convaincu, parce que j'avais pas vécu assez de choses dans ma vie, parce que j'avais pas les connaissances en littérature que j'ai aujourd'hui non plus, particulièrement dans la littérature policière ou dans le fantastique ou dans la science-fiction. C'est l'éditeur Jean Petitgrou, éditeur des éditions à lire, qui disait que cette littérature-là, c'est une littérature d'empilement. C'est-à-dire que tu ne peux pas écrire un roman fantastique aujourd'hui sans être conscient jusqu'à un certain point de l'histoire de cette littérature-là. Par exemple, je ne peux pas arriver, moi, aujourd'hui, et soumettre à un éditeur un roman dans lequel il y a un type de créature qui s'appelle le vampire et penser que c'est moi qui l'ai inventé. Comme s'il n'y avait jamais eu aucun roman de vampire auparavant. Donc, c'est le genre de choses qu'on voit moins dans la littérature générale. Si j'écris un roman d'amour, j'ai pas besoin nécessairement d'avoir lu tout ce qui s'est fait en matière de roman d'amour. Mais si j'écris un roman de science-fiction, ben j'ai pas le choix de savoir qu'il y a un homme qui s'appelle Isaac Asimov qui a dit pas mal de choses sur les robots, puis que ce serait surprenant que je dépasse ce qu'il a dit ou que j'apprenne des choses au lecteur qu'il n'a pas déjà dites, lui. Puis c'est la même chose dans le fantastique, c'est la même chose dans la littérature policière. Quand j'ai publié mon roman de tueur en série, Le chercheur d'âme, j'ai essayé vraiment de ne pas donner l'impression de penser que j'étais le premier auteur à écrire un roman de tueur en série. Donc, des fois, même si je me suis vraiment beaucoup, beaucoup documenté sur les tueurs en série, quand j'ai publié Le chercheur d'âme, ça faisait peut-être 20-25 ans que je lisais à gauche et à droite des articles, des livres sur les tueurs en série, puis tu sais, j'en ai appris pas mal des choses là-dessus, mais je voulais pas trop en mettre dans mes romans parce que je savais que je n'étais pas le premier à parler de ça. Puis, de la même manière que tantôt, quand je disais que moi, je fais pas vraiment de roman policier procédural, c'est que je sais qu'il y en a d'autres qui le font beaucoup mieux que moi. Tu sais, ça me donne rien, moi, d'écrire un chapitre dans lequel je vais décrire la succession d'insectes qui vont coloniser un cadavre en putréfaction. Parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi. Maxime Chatham l'a fait en France, Jacques Côté l'a fait ici au Québec. J'ajouterais rien, moi, de plus, si je te parlais de ça. C'est un petit peu pour ça que je veux pas me lancer dans l'écriture. J'aurais le syndrome de l'imposteur, comme beaucoup disent. C'est écrire un livre et faire comme OK, au moins je sors d'où moi pour écrire un livre. J'encourage tous ceux qui le font. Pour être honnête, là, je trouve ça merveilleux, peu importe l'âge que vous vous lancez là-dedans. Moi, personnellement, aux gens qui me demandent, Marie, tu penses écrire un jour? Je ne suis pas dans mes projets futurs. En tout cas, pas pour l'instant, pas à court terme. Ben, il faut que tu trouves ta voie, il faut que tu trouves ce qui t'intéresse, il faut que tu trouves ça dans quoi tu es bonne, puis ça dans quoi tu es à l'aise aussi. Moi, j'écrivais, comme je disais, j'ai écrit un premier roman fantastique parce que j'ai baigné longtemps dans le fantastique. Moi, je suis arrivé dans la littérature parce que j'ai découvert Stephen King à 15 ans. Je me suis mis à lire du fantastique, de l'épouvante, mur à mur. J'ai fait mes études littéraires parce que j'aimais le fantastique, parce que je voulais enseigner pour enseigner du fantastique.
j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur la théorie du fantastique. J'ai tenu pendant 5 ans une chronique dans une revue sur la littérature fantastique. J'en ai mangé pendant des années. Puis à un moment donné, on dirait que j'ai trop baigné là-dedans. Puis je m'étais un peu tanné. J'avais eu l'impression d'avoir fait le tour de ce que je voulais dire, puis de ce que je voulais lire. Puis je me rappelle que le jour où je me suis assis devant mon ordinateur pour écrire la première phrase du Chercheur d'âme, qui était le premier roman policier que j'écrivais, j'ai écrit la première phrase, puis c'est difficile de l'expliquer avec des mots, mais j'ai eu l'impression que je venais d'arriver chez moi. Parce que j'ai senti que c'était ça le genre qui m'appartenait, ou auquel j'appartenais, si on veut. Ben, c'est bien, en fait, tu as trouvé ton. C'est ça. Tu as trouvé ton genre. Je sais pas trop, c'est ça, je sais pas trop comment le dire, là. Oui, Mais absolument. comme Pascal dit, il faut aimer ce qu'on fait. Exactement. Il y en a Oui. beaucoup qui le disent. Ben, tu vois, je suis en train de. J'ai suivi au cours du dernier mois en ligne un masterclass de Dan Brown, qui est l'auteur du Code da Vinci. Puis une des choses que Dan Brown disait, bon, je ne suis pas particulièrement un fan de Dan Brown, là, mais j'étais curieux de voir ce qu'il avait à dire sur l'écriture du thriller. Puis ce que Dan Brown disait, c'était écrivez non pas à propos de ce que vous connaissez, mais à propos de ce que vous voulez connaître. Parce que la passion que vous allez avoir pour le sujet que vous avez envie de connaître, elle va paraître dans ce que vous écrivez. Oui, Ça a bien du bon sens. effectivement, vraiment. Euh, Sandra qui dit, je suis contente que tu m'as donné l'idée de trouver, tu m'as donné l'idée de trouver quelque chose d'original comme Xavier avec sa maladie. Je veux pas trop spoiler. Original, mais qui existe. Donc, ben, je pense que c'est un petit peu tout. C'est trouver quelque chose qui. Il faut que, peu importe le genre qu'on lit, vous remarquerez que vous lisiez de la science-fiction ou du fantastique ou du policier ou de la littérature générale ou des romans d'amour, la littérature, ça parle d'êtres humains. Mm-hmm. Puis à moins qu'on soit intéressé uniquement par les martiens dans la vie, on lit parce qu'on s'intéresse à des êtres humains. Puis moi, c'est ce qu'il y a au centre de mes romans, c'est des êtres humains. Puis tu sais, j'ai eu des lecteurs, des lectrices qui m'ont parlé du Chercheur d'âme, qui ont, comment dire, qui auraient aimé ce roman-là, même si ça n'avait pas été un roman policier, parce que ils ont aimé le personnage de Xavier Martel. Puis moi, ça fait que je me fais un petit crochet dans ma tête en me disant, OK, j'ai fait ma job. Mon personnage était assez crédible à leurs yeux. Mon personnage était assez attachant à leurs yeux, même si c'est un misanthrope, même si c'est quelqu'un avec qui je voudrais pas nécessairement être ami. C'est souvent pour le personnage qu'on va s'attacher à un livre. Ça parle d'être humain. Puis Denis Lehane, un auteur que j'aime beaucoup, fait la même chose. Denis Lehane part toujours des personnages. Puis il va ajouter des couches à ses personnages. Puis éventuellement, il va leur greffer une intrigue, mais il part jamais de l'intrigue, il part toujours des personnages. Puis moi, je savais en écrivant de la littérature policière que ça me prenait un enquêteur qui est fort, à la personnalité forte. Je voulais pas que ce soit un enquêteur interchangeable ou quelqu'un qui n'a pas vraiment de personnalité. C'est là-dessus que j'ai travaillé beaucoup. Puis il y a beaucoup plus de gens qui me parlent du Chercheur d'âme et de Sous un ciel d'abîme pour le personnage de Xavier Martel que pour les intrigues policières comme telles dans ces romans-là. Je sais ce que je lis ce soir. Il y a quelqu'un qui demande un livre d'écriture à référer, mis à part celui de Stephen King. Mais je suis pas trop sûre de comprendre la question. Ouais, c'est parce que tout à l'heure, j'ai parlé de On Writing, qui est un essai que Stephen King a écrit sur l'écriture. C'est le plus récent que j'ai lu, c'est sûr. Ça fait longtemps là, que j'ai pas lu quelque chose qui parlait de l'écriture. Ça fait longtemps que j'ai baigné là-dedans, mais il y a Elisabeth Von Arbour au Québec qui a écrit un livre qui s'appelle tout simplement, si ma mémoire est bonne, Comment écrire des histoires. Il me semble que c'est ça. Puis le titre a l'air banal comme ça, mais c'est un ouvrage qui est très, très utile parce qu'il y a à la fois des trucs qui concernent l'inspiration, il y a des trucs qui concernent le développement des idées, il y a des trucs aussi qui sont plus techniques, là, un peu comme les points de vue de narration, tout ça. Donc, c'est Elisabeth Von Arbour. Il me semble que c'est Comment écrire des histoires. Sinon, je sais pas, je suis un peu pris au dépourvu. Ça fait longtemps que j'ai lu des choses comme ça. En fait, comme je le disais tout à l'heure, là, je me suis, pour me faire plaisir pendant le confinement, je me suis inscrit
sur le site de Masterclass pour suivre quelques ateliers donnés par des grands auteurs, là, par Dan Brown, par Margaret Atwood, par Neil Gaiman. Bon, mais je sais pas, il n'y en a pas qui me viennent en tête actuellement. En fait, celui qui me vient en tête, je ne veux pas le recommander parce que je ne l'ai pas aimé. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Raison. Ça fait trop longtemps que j'ai lu des ouvrages comme ça sur l'écriture comme telle. Le plus récent que j'ai lu, c'était celui de Stephen King, il y a peut-être 5 ans, puis celui-là, il vaut vraiment la peine. Comment écrire plus de Dominique Bellavance? Ouais. Dominique, Ok, oui. le collègue Dominique Bellavance a écrit ça, Comment écrire plus. Effectivement. Je ne l'ai pas lu, malheureusement, là, je m'en confesse. Donc, mais Dominique a beaucoup de métiers. C'est quelqu'un qui a commencé à publier assez tôt, justement, puis j'aurais tendance à faire confiance à ce qu'il dit là-dedans. Donc, un autre, voilà. Merci, Chana, pour effectivement, c'est pas. Je sais qu'il existe, mais tu sais, comme il n'est pas dans ma bibliothèque, fait que j'y pense pas. Je pense qu'il dit personnellement, je m'attache au personnage et ensuite aux auteurs. Sur ça, je suis complètement d'accord. Moi, je lis un livre, puis pour ça, j'achète tous les livres de l'auteur. C'est ma maladie. Voilà, je suis comme ça. C'est bien. Tant mieux pour les auteurs. Oui. En tout cas, les auteurs québécois, c'est pas avec moi que vous perdez de l'argent. Mais il y a quelques auteurs pour lesquels je fais ça aussi, moi. Je sais que je vais tout acheter de Winslow, je vais tout acheter de Lane, je vais tout acheter à une certaine époque, j'achetais tout de Stephen King. J'ai décroché un peu Stephen King là, à partir du tournant des années 90, c'est-à-dire à partir de ce qu'il a commencé à publier au tournant des années 90. Moi, c'est début des années 2000 que j'ai commencé à le lire. Okay. Je suis rentrée en secondaire 1, puis je me suis faufilée dans la bibliothèque, puis je suis tombée sur Désolation. Ça a été fini. OK, mais tu as commencé à lire au début des années 2000, mais tu lis du matériel qu'il a écrit dans les années 90 quand même, c'est ça? Okay. Moi, j'ai aimé le... En fait, Stephen King, j'en ai pas. J'ai pas. Le dernier livre que j'ai lu, c'est l'an passé, j'ai écrit Élévation. J'ai lu Élévation. Sinon, à part le fait que je me suis acheté Désolation, j'ai acheté Sleeping Beauty, mais j'ai aucune idée quand est-ce qu'il sort, qui est sorti. Puis je suis retournée avec le grand classique de Shining parce que j'avais acheté Doctor Sleep. Puis je savais pas que c'était une suite. Fait que je me suis dit, là, je vais acheter le livre. Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé le Stephen King là, du début là, avec Carrie en 73 jusqu'à la fin des années 80 à peu près. Personnellement, moi j'ai commencé à décrocher avec les Tommy Knockers en 89 parce qu'il y a pris un autre tournant. Mais bon, c'est une question de goût essentiellement. Là. Ouais. Manon qui demande si tu as une grosse bibliothèque. J'essaye d'élaguer, j'en ai une, là, je ne sais pas si vous voyez, là, un peu en arrière ici, c'est juste une partie de ce que j'ai. J'ai 2 murs de bibliothèque dans mon bureau que j'essaye d'élaguer parce que je ne serai jamais capable de lire tout ça. Moi, j'ai acheté de manière très compulsive quand j'étais étudiant à l'université. Je me suis constitué des bibliothèques de fous. J'étais étudiant puis j'achetais pour environ 700-800 $ de livres usagés par année. Pour me constituer une bibliothèque. Ça, il y a 2 murs ici, mais dans le salon, il y a un mur complet de bibliothèque jusqu'au plafond, une moitié à ma blonde puis une moitié à moi. Donc, on manque pas de livres chez nous, là, ça c'est sûr. Plus ceux que j'ai à mon bureau, c'est cégep où j'enseigne. Donc, j'en ai pas mal, effectivement. Puis, je passerai jamais à travers tout ça. Je suis tombée sur un article il y a à peu près un mois. Je me souviens pas exactement duquel, parce que je trouve que c'est un psychologue japonais qui disait que, je pense je me souviens pas comment il appelle ça, faudrait vraiment que je le retrouve, là, qui disait que c'est un phénomène qu'on a tendance à s'entourer de livres qu'on le sait qu'on lira pas, mais c'est juste parce que notre cerveau, lui, même si les livres prennent la poussière, quand on rentre dans une pièce et qu'on voit les livres qu'on n'a pas lus, notre cerveau, automatiquement, lui, s'émerveille du fait qu'on a encore plein de choses à apprendre. Ouais. Je pense que c'est ce que je fais. Ouais, j'ai vu passer ça sur Facebook aujourd'hui, justement. Ah, bon, tu vois. Ouais. Ouais. Je pense qu'on est beaucoup à avoir ce syndrome-là. Je ne sais plus comment ça s'appelle.
Ou ça a fini par dessous, parce que c'est ça. C'est tout ce que je peux vous dire. Si je retrouve l'article un jour, je vous le dirai. Fait que tout le monde, je vais y aller avec mes 2 dernières questions. Oui. OK. Bon, j'allais justement demander si il y avait d'autres personnes qui avaient une question. Moi, j'en ai une. J'ai une question étrange. Orson Scott Card racontait que pour lui, un professeur de littérature serait l'équivalent d'un sommelier dans le monde du vin. Il ne saurait probablement pas comment s'occuper d'un vignoble et qu'un professeur en création littéraire serait comme s'il s'occupait de la fabrication d'un vin. Il y a des mains dedans. Bref, tu fais auteur et en même temps professeur en littérature. Ça t'inspire quoi, cette réflexion? Je trouve ça intéressant comme réflexion parce que ça fait comme présenter l'espèce de dichotomie, l'espèce d'opposition entre créateur et analyste. Moi, je ne le vois pas exactement comme ça. C'est-à-dire que, comment dire, le danger auquel il faut que je fasse attention, moi personnellement, c'est de ne pas être trop pédagogique dans ce que j'écris. De ne pas laisser le professeur prendre la place de l'auteur dans ce que j'écris. Mais je pense que si je n'avais pas enseigné la littérature, je serais moins bon que je le suis actuellement. Là. Parce que, comment dire, je comprends le sens de la citation qui est donnée par Thaïs qui a mis la citation. Je comprends le sens qui est sous-entendu là-dedans, c'est-à-dire que le professeur a tendance le professeur est vu un peu ici comme un critique, là. Mm-hmm. Puis, c'est Robin Aubert, cinéaste québécois, qui disait à un moment donné, les critiques, c'est ceux qui vont te regarder nager dans la piscine et qui vont dire ouais, tu devrais plutôt essayer de faire comme ça, mais eux autres, ils ne se jetteront jamais dans l'eau. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu dans ce sens-là que la citation qui a été relevée va. Mais en même temps, j'ai beaucoup de collègues qui enseignent la littérature, qui publient eux aussi. Le phénomène des écrivains, auteurs, c'est très, très, très commun là, au Québec, il y en a vraiment beaucoup. Pour écrire, il faut d'abord être un lecteur. Mm-hmm. C'est un phénomène que je vois souvent. Là, je le vois chez mes élèves, entre autres, des fois. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Moi, je voudrais être écrivain. OK, tu as lu quoi jusqu'à maintenant? Bon, je lis pas beaucoup. Ben, tu sais, comment veux-tu construire des maisons si tu n'as jamais vu à quoi ça ressemble une maison? T'sais? Donc, il faut lire beaucoup. Enseigner, c'est une façon d'apprendre aussi. Moi, j'ai appris beaucoup plus, même dans mes premières années d'enseignement, j'ai appris beaucoup plus que dans toutes mes études en littérature, parce que j'avais les 2 mains dedans, justement, parce que je devais m'approprier de matière que je devais transmettre. L'idée, c'est de ne pas être moralisateur, puis de ne pas dire non plus aux élèves quand on enseigne, mais voici comment les choses doivent être faites, et voici quoi ne pas faire. Moi, j'essaie d'éviter ces espèces de fausses vérités-là, mais moi, personnellement, je trouve que ça me sert d'enseigner pour écrire. Très bonne question. C'est une très bonne question. Est-ce que Stéphane qui demande, c'est quoi pour toi les 3 choses c'est quoi pour toi les 3 choses que ça prend pour un bon roman policier? C'est difficile de répondre à ça parce que ça dépend encore du type de roman policier qui t'intéresse. Si c'est un roman qui est plus procédural, ben il faut que les informations soient crédibles. Si c'est du roman noir, ben il faut que les personnages soient forts puis qu'on croit à leurs motifs, aux raisons pour lesquelles ils agissent. Si c'est du thriller, il faut qu'il y ait du rythme. J'essaie de faire une espèce de mélange de tout ça dans ce que j'écris. Comme je le disais tout à l'heure, moi, de mon point de vue, moi, ça prend des personnages forts et intéressants. C'est très personnel ce que je veux dire là. Des personnages intéressants, ça me prend des dialogues punchés. Ça me prend des personnages, quand je dis des personnages intéressants, des personnages qui font que j'ai envie de savoir ce qui leur arrive. Si après 30 pages, je suis indifférent aux personnages, ça va pas bien. Il y a un auteur américain, en fait, il y a un tandem d'auteurs américains qui s'appelle, si ma mémoire est bonne, Douglas Preston et Lincoln Child, qui ont écrit toute une série de livres avec l'enquêteur qui s'appelle Pendergast. J'ai essayé de lire un roman de cette série-là.
Puis je l'ai abandonné à la moitié. Pourquoi? Parce que l'enquêteur me tombait sur les nerfs. Parce que c'était une espèce de pédant qui se pense meilleur que tout le monde, puis qui pense en apprendre à tout le monde parce que lui, il aime l'histoire de l'art, puis blablabla, puis il veut apprendre à tout le monde l'histoire de l'art. Puis ça me tombait sur les nerfs. Donc, il faut que le personnage m'intéresse, il faut que le personnage... Je ne dis pas qu'il faut que le personnage soit nécessairement sympathique, parce qu'il y a beaucoup de lecteurs qui pourraient trouver Xavier Martel vraiment pas sympathique parce qu'il est un peu misanthrope. Mais il faut que j'ai envie de savoir ce qui lui arrive. Un auteur québécois qui s'appelle Daniel Da qui a écrit un roman qui s'appelle Une balle à peine perdue. Essayez pas de le trouver. Là. Je pense que ce roman-là doit être épuisé. Puis malheureusement, l'éditeur a annoncé il y a un mois et demi qu'il va faire faillite. Là. Mais le narrateur de ce roman-là est totalement antipathique, mais totalement assumé aussi, antipathique. Puis moi, c'est un roman que je faisais lire à mes étudiants parce que j'adorais le personnage, le narrateur très cynique, qui fait beaucoup d'humour noir, qui se pense meilleur que les autres, mais dans son cas à lui, on sait que c'est un jeu. Alors que dans le cas de l'autre inspecteur dont je parlais, ça se veut sérieux. Puis donc c'est un des ingrédients pour moi, avoir envie de savoir ce qui arrive au personnage, la qualité d'écriture. C'est pas parce que la littérature policière met beaucoup l'accent sur l'intrigue, sur l'action, mais il faut pas que ce soit au détriment de la qualité de l'écriture, pour autant. Moi, j'essaie d'équilibrer les deux dans ce que je fais. Qualité d'écriture, qualité des personnages, ça ressemble pas mal à ça, j'ai l'impression. L'originalité de l'histoire, c'est sûr, mais en même temps, si on veut être cynique et un peu plate, on pourrait dire que tous les grands thèmes ont déjà été abordés en littérature. Là. Si on prend tout ce qui a été publié au cours des 1000 dernières années, là, ça se résume peut-être à deux choses, l'amour, la mort, d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui fait qu'on lit encore, c'est, je pense, l'originalité, la contemporanéité des thèmes, le fait que chacun a sa couleur personnelle pour parler de ces sujets-là. C'est ce que j'allais dire. Shanna, un peu plus tôt, elle a écrit comme commentaire qu'elle avait déjà lu quelqu'un qui disait écrit dans le fond. Je me souviens pas exactement de ces mots, mais oui, ça l'a déjà été écrit, mais ça n'a pas été écrit à ta manière à toi. Oui, voilà. C'est ça. C'est ça. Donc, mais encore faut-il que tu aies des choses à dire. Oui. Dans ta manière à toi, elle inclut des choses à dire, puis la manière de le dire. Je pourrais peut-être sortir un livre intitulé Page blanche, puis il y aurait juste une page, ça serait une page blanche. Ça serait peut-être original. Oui, ça se lit vite. Ça se lit vite. Bon, ok, je présente genre 2 piastres, là. Je trouvais ça drôle parce que ça m'a fait parler des différents personnages. Ça m'a fait penser un petit peu. J'ai fini de lire le tome 1 de la série Les Yeux jaunes de Yvan Godbout récemment. Puis j'avais trouvé ça très drôle parce que tout le long du livre, le personnage principal, tu sais, il arrête pas, tu sais, tu entends qu'il est ouvert d'esprit, puis qu'il juge pas les personnes, mais tu sais, tout le long, il y a les petites pointes d'humour noir de, tu sais, il précise que c'est une naine, il précise que c'est drôle, tu sais, il précise tout plein de choses que tu fais comme, OK, mais dans le fond, tu as l'impression qu'il est vraiment, tu sais, il est étroit d'esprit, qu'il juge, tu sais, qui est comme un peu vieux jeu. Mais tu sais que tu comprends que face à ce qu'il vit, c'est sa façon de faire. Tu sais, c'est drôle. Il apporte ça drôle pour pouvoir accepter ce qu'il fait. J'avais vraiment trouvé ça. Tu sais, je trouvais que c'était une très bonne touche, tu sais, à mettre. Parce que tu es vraiment, tu sais, indécis tout le long jusqu'à ce que tu finis vraiment par faire comme, OK, c'est sa façon à lui d'accepter les choses. C'est de mettre ce point-là comique où ce que, tu sais, t'es vraiment dans le, OK, mais tu sais, il est-tu, tu sais, cherche le mot, là, mais tu sais, y a-tu étroit d'esprit ou s'il est vraiment ouvert? C'est ça, je pense que c'est ce que j'avais vraiment aimé beaucoup dans c'est le ton comique que Yvan avait mis dans son livre. Fait que j'avais vraiment trouvé ça très intéressant. Il y a France qui demande, as-tu des manies, des rituels ou des superstitions avant de t'installer pour écrire? Pas du tout. Non? C'est plate comme réponse, hein? Pas du tout. Ça me prend un café. Ça me prend un café, puis c'est tout. Chacun. Pour être franche, je pose beaucoup je pose normalement la question à tous les auteurs.
Puis, ben, depuis un bout, je laisse les gens plus poser des questions. Je me rends compte qu'eux aussi, ils ont des questions très pertinentes. Puis, vous êtes beaucoup à me répondre ça. Non, avec un café ou une tisane. Ou, j'ai pas beaucoup de personnes qui sont comme, oui, il faut que j'aille là ou il faut que je fasse ça. C'est vraiment comme, non, je me prête de quoi à boire ou de quoi à manger, puis j'écris. C'est Sandra qui demandait plan ou nos plans. Puis elle écrit, je pense que tes plans très plans. Ouais. Je me fais un plan pour tout ce que j'écris. Ça me prend, il faut que je sache où je m'en vais. Mais comme je le disais tantôt, je me donne toujours le droit de déroger du plan si j'ai une idée qui apparaît en cours de route qui est meilleure que celle qui était dans le plan. Autrement dit, le plan, c'est pas un contrat. Euh, j'ai fait, il y a à peu près un an, pendant mes vacances l'été passé, j'ai fait le plan du troisième roman de Xavier Martel que je viens de terminer. Là. Puis, j'ai dérogé plein de fois au plan. Ça, je pense que, tu sais, il faut se l'autoriser. Tu sais, Stephen King disait, prendre des notes, c'est une excellente façon de se rappeler des mauvaises idées. Parce que les bonnes idées, on les retient. Puis ce qu'on ne retient pas, c'est peut-être parce que ça ne mérite pas d'être retenu. Je suis plus ou moins d'accord avec ça. Là. Des fois, je considère avoir des bonnes idées, puis malheureusement, je les oublie si je ne les note pas. Mais un plan, c'est pas un contrat. Par contre, ça m'indique que moi, j'ai besoin de savoir où je m'en vais avant de commencer à écrire. Puis à partir de là, je me laisse une certaine liberté, surtout dans la littérature policière, parce que les détails sont tellement importants que tu peux pas arriver à la page 220 avec quelque chose qui apparaît de nulle part ou dire quelque chose à la page 150 puis te contredire à la page 300. Donc, il faut que tout soit prévu au quart de tour. De mon point de vue, en tout cas. Il faut quand même qu'il y ait une logique. Absolument. Il faut qu'il y ait une logique. Oui. Hey, j'aurais le temps peut-être pour une dernière petite question, si ça te Oui. dérange. Non, pas du tout. Ben, en fait, c'était ça que j'allais dire. Je vais aller avec la dernière, vite, des auteurs québécois. Tu sais, je dis québécois, mais tu peux te laisser aller avec n'importe quel. Si tu peux écrire un livre à quatre mains, peu importe le genre, peu importe le style, avec qui aimerais-tu écrire? Ça dépend des raisons pour lesquelles je le ferai. Si c'est pour apprendre et strictement pour apprendre de l'autre, Martin Michaud, je trouverais ça vraiment le fun. Des auteurs plus de littérature générale, là, quelqu'un comme Jean Barbe aussi, je trouverais ça le fun. Mais si la raison était je veux parasiter le succès de quelqu'un, je dirais Patrick Sénécal ou Martin Michaud, c'est sûr. Ou Michel Tremblay, ou Marie Laberge, ou Christine Brouillette. Mais si je faisais ça, il faudrait d'abord et avant tout que ce soit avec quelqu'un avec qui je suis à l'aise, avec qui j'ai du plaisir, avec qui je serais capable de dire, à qui je serais capable de dire, ouais, ça, je pense que ça marche pas. Puis c'est le genre de choses que je ne sais pas si je serais capable de faire ça avec des auteurs très chevronnés, parmi ceux que j'ai nommés tout à l'heure. Là. Donc, parmi les auteurs avec qui je m'entends assez bien pour dire que je serais peut-être capable de le faire, il y a ma blonde, c'est sûr. Chantal Gingras qui publie aussi. Elle a fait de la littérature générale. Mais il y a aussi Simon Rousseau, je pense que ça pourrait donner quelque chose de vraiment le fun. Sylvain Johnson, ça pourrait donner quelque chose de vraiment le fun aussi. J'aimerais beaucoup travailler avec mon ami Benoît Boutillette, dont le nom, malheureusement, ne circule pas assez dans la littérature policière, parce que c'est un gars qui écrit merveilleusement bien, qui est super intelligent, qui écrit des romans vraiment. Là, il va travailler des années sur un roman, puis c'est super bon. Si vous voulez un roman policier là, qui sort de l'ordinaire, qui a gagné le prix Saint-Pacôme en 2005 et qui ressemble à rien du point de vue de l'écriture, là, allez lire La trace de l'escargot de Benoît Boutillette. C'est publié aux éditions JCL en 2005. C'est un roman d'à peu près 250-300 pages, une histoire de tueur en série, mais l'écriture est magnifique. Vous allez voir, c'est écrit d'une façon qui est très inhabituelle. La trace de l'escargot, Benoît Boutillette, que j'adore. C'est pris en note. Donc voilà. Donc sur ce, merci beaucoup. Donc merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à tous ceux qui vont le voir plus tard. Je te remercie beaucoup à toi d'avoir accepté de passer presque 2 heures avec nous ce soir.
Et Merci à toi, Marie-Michel. Merci pour ton intérêt. C'est vraiment super le fun. Puis, c'est pas par manque d'intérêt que j'arrête. Il y a deux petites bêtes en haut de 11 ans et 9 ans qui attendent que j'aille leur donner un petit bisou avant d'aller au lit, je pense. je sais c'est quoi, j'en ai un 5 ans. Fait que sur ça, je vais te laisser aller et je vous dis tout le monde, restez à l'affût. Il y a un petit quelque chose qui s'en vient sur mon groupe pour vous demain matin. Donc, bonne soirée tout le monde! Merci, salut, merci tout le monde.